Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Je reçois une entrepreneur, une fois n'est pas coutume, et je suis particulièrement heureux parce que j'ai croisé cette personne il y a longtemps au début de ma carrière et c'était un immense plaisir. Je vous présente Laura Bocobza. Bienvenue Laura. Bonjour à tous. Merci beaucoup Patrick de l'invitation. Écoute, on s'est retrouvés, je suis très content de te recevoir ici. On s'est retrouvés après s'être perdu de vue sur LinkedIn, hein, donc comme quoi le réseau c'est très important. On en parle souvent dans l'entrepreneuriat et dans les affaires au sens large du terme. Donc tu vois, après une première rencontre, à l'époque c'était chez Orange, on en parlera sous forme d'anecdote. C'était chez Orange. On a carrément travaillé ensemble sur des dossiers. Eh bien, on s'est retrouvés sur LinkedIn et puis j'ai eu envie de te faire venir parce que tu as un parcours particulièrement fourni, avec un très beau parcours d'ailleurs, dont tu vas nous raconter tout ça, et en ayant en plus démarré avec des choses iconoclastes, si on peut dire, puisque tu vas nous le confirmer, mais tu es ingénieur chimiste et tu as fait du marketing dans la chimie, et c'est pas banal, je dirais. Et j'ai fait du marketing bien ailleurs que dans la chimie d'ailleurs. Le marketing dans la chimie, c'est tout petit. Ouais, après, j'ai fait du marketing, mais plus de chimie. Écoute Laura, pour pas écorcher ton CV, moi ce que je te propose c'est tout simplement que l'exercice de style du podcast c'est de te présenter et on va entamer cette conversation dans la foulée. Alors la façon dont je me présente habituellement, c'est donc j'ai bientôt 52 ans. J'ai plus de 20 ans d'expérience en numéro 2 d'intrapreneur et d'entrepreneur dans des postes salariés, dans des secteurs excessivement différents, des telcos, conseils en strat, de l'immobilier à l'événementiel. Et depuis maintenant bientôt 7 ans, je suis sparring partner de dirigeants. Donc j'accompagne des dirigeants à prendre les décisions business et plutôt les bonnes et je les accompagne à les mettre en œuvre. D'accord. Alors c'est très intéressant, tu viens tout de suite de nous emmener dans ton univers puisque en ce qui te concerne, tu parles pas du tout de coach, de conseil, de consulting, etc. Non, tu es vraiment un sparring partner, donc on imagine très bien le côté boxe, hein, le partenaire d'entraînement. Donc ça c'est vraiment un positionnement très chouette qui est vraiment celui qui te caractérise en tout cas et qui te différencie d'ailleurs par rapport au marché. Oui, en fait c'était ça l'idée quand j'ai posé ce terme-là fin 2021, parce que j'ai mis un petit peu de temps à trouver le bon terme, parce que justement j'étais pas à l'aise avec le terme de consultant. Moi j'écris pas de slides, tu vois, je vais pas faire des tonnes de slides qui vont finir dans un tiroir. Je suis pas coach au sens où j'ai pas de certification en développement personnel. Enfin, j'ai des outils, évidemment, je m'intéresse au sujet, mais je voudrais pas m'appeler coach. Les coachs gèrent d'autres types de problèmes. Et coach business, si tu veux, j'ai quand même plus de 20 ans d'expérience. Je suis pas coach business comme certains qu'on voit sur LinkedIn à 25 ans qui s'autoproclament coach business après avoir fait 2 ans de soloprenariat, quoi. Donc je me voyais pas me mettre au niveau de gens qui n'avaient pas eu l'expérience et les expertises que j'ai développées tout au long de ma carrière, que j'estime quand même être à un autre niveau. Et sparring partner, c'est amusant parce que tout le monde pense à la boxe, toi le premier. Et en fait, moi c'est parce que je suis mariée à un prof de tennis. Et le sparring partner, il y a 2 sports dans lesquels ça existe, c'est la boxe effectivement et le tennis. Et je m'étais pas rendu compte que moi ça évoque le tennis, mais en fait pour tout le monde ça évoque la boxe. Ouais. Ce qui n'est pas plus mal que ça évoque la boxe parce que je t'avoue qu'il y a un petit peu de brutalité bienveillante quand même quand j'accompagne. Oui, de toute façon, Laura, tu es sur l'accompagnement d'entrepreneurs. C'est toujours le roller coaster, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup de résilience, beaucoup de difficultés, de changements, d'agilité à avoir. Et donc c'est pas de tout
propos, loin s'en faut. Donc l'image de l'entraîneur alors que ce soit au tennis ou à la boxe, ça me paraît une très bonne image. Alors ce qui est si intéressant justement, ça va être de voir ton parcours, peut-être commencer un peu par un petit rollback, parce que comme tu dis, tu as donc plus de 20 ans d'expérience éprouvée, et c'est important de voir aussi par où t'es passé, les tailles de structure et ce que tu as pu faire justement pour acquérir ces compétences, cette expertise très pointue sur un très large domaine avec peut-être tu dirais que tu as une expertise vraiment éprouvée et forte sur le marketing, ou c'est devenu quelque chose C'est de un peu plus général? large que le marketing. Je suis tentée, comme tout le monde, hein, on a tous, même si à nos âges avancés, Patrick, on Oui. sait qu'on a vu un certain nombre de sujets, donc on est capable aussi bien de parler juridique, RH, etc. Bien sûr. En tout cas, à un premier niveau, même si on a besoin d'experts ensuite. Et on a tous une verticale. Moi, ma verticale, elle est j'aime pas le terme marketing parce que le terme marketing, quand moi j'ai fait du marketing, quand j'ai appris le marketing en MBA américain dans les années 90, j'adorais ce mot. Ce mot, pour moi, il était magnifique, il y avait marché dedans, etc. Ouais. Aujourd'hui, le marketing, c'est acheter des campagnes Facebook et faire des deals avec des influenceurs sur TikTok. C'est pas du tout mon idée du marketing. Donc moi, je préfère dire que j'ai une verticale qui est toujours face client. Ça va vraiment de la stratégie d'offre et de positionnement. Mais dans l'offre, il y a le produit, le pricing, etc. Jusqu'à la mise en place de relations clients. J'ai même monté des centres d'appel, donc j'ai été vraiment dans l'opérationnel de ça aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui est phase client. Évidemment, au milieu de ça, il y a du marketing opérationnel, il y a de l'acquisition, il y a beaucoup de rétention, et il y a tout ce qui va être autour du go-to-market, de la structuration commerciale et de l'excellence commerciale également. Sachant que oui, toi, je dirais toi et moi, on a fait un marketing qui était entre guillemets, je sais pas si c'est le bon mot, mais le vrai marketing Exactement. Moi, je l'appelle comme toi. La voilà, moi, mise au marché, le vrai marketing. le vrai marketing, parce c'est là qu'on voit qu'on est des boomers en fait. Tu vois, on appelle ça le vrai marketing. C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que Laura, il y a eu ce déploiement, ce développement de cet Internet et du digital qui a fait que c'est devenu galvaudé. Comme tu dis, on pense au marketing digital, à de l'influence, à des choses comme ça. Or, toi et moi, c'est là où on s'est croisés. On a clairement travaillé tous les deux dans une marque absolument excellentissime, phénoménal. Je veux dire, on était vraiment aux prémices tous les deux. Ouais. On était au lancement de cette marque en France. Elle avait été rachetée par le groupe France Télécom. Et là, on a fait du marketing, mais alors du vrai. C'était vraiment de la conception de produits, de la mise sur le marché, évidemment toute la relation client, etc. Et donc là, puis la notoriété de marque avec. Moi je dis une toujours. Marque extraordinaire. Ouais, moi je dis toujours, alors d'abord la marque, pour moi évidemment, tu l'as très bien dit, c'est hyper important et je reste aujourd'hui persuadée de l'importance de la marque, qu'elle soit personnelle ou marque de produit, mais je reste persuadée de ça. Et puis surtout, on a appris aussi, contrairement à ceux qui sortent aujourd'hui d'école où je suis atterrée parce qu'on ne leur apprend plus le marketing et les canaux de communication en dehors en fait du digital, c'est que or l'être humain, il ne vit pas dans le métavers. L'être humain, il n'est pas plongé 100% dans le métavers. Il continue de faire ses courses, d'emmener ses enfants à l'école, et donc il continue d'interagir avec le monde extérieur, avec le monde physique. Donc il y a énormément de médias qui sont sous-estimés par aujourd'hui des gens qui ne pensent que marketing digital, qui n'ont pas vu du coup venir forcément le retail média. Or, c'est quand même un élément important. Le retail média en point de vente existait dans les années 90. Hein. C'est pas Amazon qui l'a inventé sur son site. Qui ne voit pas le dark social, alors que nous, on a appris le bouche à oreille à l'époque, les communautés influentes, même quand elles étaient physiques, la recommandation et tout ça, et qui oublie aussi dans la partie canaux de notoriété ou même de conversion, toute la puissance en fait du domicile et de l'affichage en extérieur, qui reste pour moi aujourd'hui sur certains produits et services évidemment extrêmement performants. Et puis en plus, ce que tu dis, Laura, est d'autant plus vrai que il y a cette notion de multicanal, tu vois, et qui s'applique. Parfois, les gens font des raccourcis et évoquent le multicanal que sur le digital ou quelque chose de marketing interactif. Mais le multicanal, c'est pas ça. Et comme tu dis, nous, on a eu la chance de côtoyer du réseau de boutiques. Ouais, donc exactement. Des vraies boutiques, des vrais gens, vraies boutiques, le service client, le SAV.
Avec en plus, en termes d'anecdotes, moi, il y a un des trucs que j'avais adoré chez Orange. Donc moi, j'ai passé plus de 10 ans dans le groupe France Télécom, dont le passage France Télécom Orange alors il y a eu l'acquisition en 2001 dont tu as parlé. Moi, je suis arrivée en 2003, mais en 2006, je pilotais pour les achats le pitch donc d'agence de pub pour le rebranding de Wanadoo, Maline TV, etc. en Orange, parce qu'il y en a plein qui s'en rappelleront pas. Mais avant 2006, il y avait encore France Télécom, il y avait encore Maline TV, il y avait encore Wanadoo, il y avait voilà. Et donc on a tout rebrandé, donc les autres activités que le mobile en Orange à ce moment-là. Et j'y ai passé encore 7 ans après dans différents postes. Mais ce que j'adorais chez Orange, c'était que tous les ans, il y avait un truc qui, je sais pas d'ailleurs, ça fait 10 ans que je suis partie, je sais pas si ça existe encore, mais il y avait un truc qui s'appelait Tous pour le client, où en fait tous les cadres donnaient 3 jours de leur temps au moment des fêtes, parce que les fêtes de fin d'année, il y a énormément de monde en boutique et en centre d'appel. C'est clair, hein. Et donc tu donnais 3 jours de ton temps, soit en boutique, soit en centre d'appel. Moi, je l'ai toujours fait en boutique. Je me rappelle J'adore le boutique. J'adore les boutiques et je l'ai fait dans 3 boutiques différentes sur les 3 ans que j'ai fait. Alors par exemple, moi, je l'ai fait dans une première boutique dans le 17e et on m'a dit non mais en fait tu parles hyper bien anglais, il faut qu'on t'envoie dans des endroits où il y a des touristes. Donc je me suis mise à vendre des cartes SIM prépayées à des touristes américains sur les Champs-Élysées, enfin, et ce sens du client, cette compréhension de la marque, cet impact aussi de la marque que tu vois quand tu vois des touristes européens qui en fait connaissent la marque. Pourquoi? Parce que c'est la marque dans leur pays en fait. Et donc l'effet de halo que ça peut avoir et tout ça. Et c'était hyper intéressant de rester proche du client. Donc ça c'est une anecdote boutique que j'aime beaucoup. J'imagine que tu as tout comme moi, tu as gardé un souvenir très très ému de ce passage qu'on a fait tous les deux dans cette marque assez fabuleuse quand même, hein. Moi j'ai eu un démarrage de carrière qui était absolument mais incroyable. D'ailleurs c'est là où on s'est croisés, où on gérait des moyens financiers, humains et techniques, mais qui étaient énormissimes. C'était un truc de dingue. Phénoménal. Les gens se rendent pas compte en fait, mais c'était pour nous. Les gens ne se rendent pas compte. Quand j'étais directrice sponsoring, j'avais un budget qui est indicible, hein, évidemment, qui reste 10 ans après indicible. Et je suis partie au bout de 2 ans. Je suis partie faire complètement autre chose, toujours au sein du groupe que je te raconterai parce que c'était une autre marque. On a créé une autre marque au sein d'Orange et ça c'était hyper intéressant. Mais en fait, au bout de 2 ans, j'avais fait le tour parce que tu peux pas être un carnet de chèques. C'est-à-dire qu'en fait, la vie est trop simple quand t'es un carnet de chèques. La vie est trop facile quand t'es un carnet de chèques. Moi, j'ai été invitée partout parce que quand t'es directrice sponsoring, moi j'avais le chèque du sponsoring, donc je sais pas si t'imagines. Le sport, le cinéma, tout. J'ai été invitée à tout parce que Orange est quand même un énorme sponsor. Moi, j'ai eu la chance en 2007, dans ce cadre-là, de faire, je sais pas, je faisais 3 ou 4 matchs par week-end sur la Coupe du Monde de rugby 2007. Alors, j'accompagnais des clients, hein, je bossais, hein, j'ai fait 7 semaines où j'ai bossé tous les jours. J'espère qu'il n'y a pas d'inspecteur du travail qui écoute. Mais, on n'avait pas le choix, en fait, hein. La semaine, on bossait avec les équipes. Oui. J'avais quand même une équipe de près de 100 personnes à l'époque. Et puis, le week-end, j'étais avec les clients, et les invités, sur la Coupe du Monde de rugby. Mais au bout d'un moment, en fait, pour moi, il fallait s'extraire de cette vie-là. Alors, les gens pensent que c'est champagne paillettes. C'est largement pas que ça. Il y a énormément de travail. Il y a beaucoup de contractualisation. Il y a beaucoup de gestion de projet. Il y a beaucoup aussi de gestion des humains. Et là, je parle pas tant l'équipe. J'avais une super équipe, mais voilà, quand tu fais un deal de partenariat d'image avec des sportifs très connus, ben oui, faut gérer aussi un certain nombre de choses. Faut gérer leurs agents. Voilà, faut gérer eux, leurs agents, leurs frères parfois, enfin voilà, qui sont leurs agents, qui sont leurs managers. Et donc c'est quand même beaucoup de travail, mais c'est aussi effectivement des moments fabuleux dont je regrette pas une seconde, qui m'ont donné de très mauvaises habitudes, hein, parce que c'est très difficile ensuite d'aller voir un match assis dans les tribunes classiques ou un concert, mais c'est aussi, tu vois, j'ai vu un nombre de films en avant-première incalculable, etc. Mais c'était aussi nécessaire pour moi de revenir à une vie, je dirais pas normale, mais plus pragmatique et plus ordinaire presque, j'ai envie de te dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors moi, je sais pas, tu vas nous raconter comment t'as quitté Orange. Moi j'ai quitté Orange pour créer une boîte, tu vois. Donc j'étais super, hein, j'étais super bien chez Orange. Et pour le coup, j'ai monté une des premières agences mobiles. On se refait pas. J'ai démarré avec Orange dans le mobile. Donc j'ai monté X années plus tard, comme tu dis. Enfin, ça reste un passage de ma carrière qui est le plus incroyable. Alors moi, ça reste le plus long, hein. Je suis restée presque 10 ans dans le groupe.
Plus de 10 ans dans le groupe même. Je suis rentrée en novembre en sachant qu'en plus j'avais été consultante pour le groupe pendant 9 mois avant d'y entrer. Donc si je compte cette année-là, j'ai fait plus de 11 ans dans le groupe. Et je suis partie parce que 2 mois avant mes 40 ans, je venais de fêter donc mes 10 ans de salarié dans le groupe. Et j'ai été chassée. Et déjà j'ai pris l'appel parce que alors que j'étais super bien, j'étais chez Orange Horizon, enfin je faisais des trucs qui m'intéressaient, j'étais passée par Parnasse où j'avais monté une marque avec l'intrapreneur qui a eu cette idée géniale de la marque haut de gamme qui a permis en plus à Orange de gagner un temps fou sur plein de sujets parce que ça a été le poisson pilote de plein de choses qui bougeaient beaucoup en 2006, 2007, 2008 dans le monde des télécoms. Là moi je te dis on est en 2014 et je suis appelée par une chasseuse et je dis oui parce que je vais avoir 40 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis dans le groupe et je me dis bon, allons voir quand même un petit peu ce qu'il y a ailleurs parce que si je pars pas, je partirai plus quoi. Et là, je suis tombée dans une de mes très belles relations professionnelles parce que le patron de la boîte pour laquelle elle chassait, c'est un monsieur avec qui je suis toujours en contact, qui s'appelle Bruno Maisonnier, qui a fondé Aldébaran Robotics. Et le premier truc qu'il m'a dit sur ces robots, c'est qu'il voulait des robots qui respectaient les 3 lois d'Asimov. Et moi, Asimov, c'est toute mon adolescence. Moi, je suis une geekette de dingue. J'ai vu tout Star Wars, tout Star Trek, j'ai lu tout Asimov, Bradbury. Mais je suis ingénieure à la base. Hein. Je suis devenue marketeuse pour plein de raisons et en particulier parce qu'à 21 ans, quand je suis sortie d'école d'ingénieur, on m'a dit, mademoiselle, vous êtes trop jeune pour gérer des techniciens de 50 ans, parce que en 94, on pouvait dire ça à une femme. Mais à la base, je suis ingénieure, je suis geekette et donc. Quand il m'a dit les 3 lois d'Asimov dans ses robots, mais moi, je lui ai dit, on signe où, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai quitté Orange. J'ai pas quitté Orange pour partir d'Orange. J'ai quitté Orange parce que c'était plus grand que moi, cette histoire des robots. Non, puis en plus, ça va permettre à tous ceux qui n'ont pas connu ou qui connaissent pas de se replonger là-dedans. Mais Bruno Maisonnier et Aldébaran, c'est un truc fabuleux à l'époque. C'est le petit robot, c'est Nao, c'est Pepper. Ça va être ça. les premiers robots humanoïdes, un petit peu. C'est vachement, tu vois, C'est les ancêtres de Miroki maintenant. Hein, et j'en profite pour saluer Jérôme Monceau avec qui j'ai travaillé. On était au Comex d'Aldébaran ensemble et ce petit génie créatif qui a pris la suite maintenant de cet héritage des robots humanoïdes avec des choses qui sont à la fois suffisamment robotiques pour qu'on comprenne que ils n'essayent pas d'être humains, mais suffisamment mignons pour qu'on ait envie d'interagir avec eux. Et cet équilibre-là. C'était vraiment important pour Aldébaran et ça reste aujourd'hui important dans Enchanted Tools. Je fais un petit coucou. Et toi, à l'époque, tu t'intéressais, enfin, au-delà du fait que tu étais une geekette, tu t'intéressais à la robotique ou à ces technologies comme ça, un petit peu de robots et tout ça ou... Alors moi, je me suis toujours intéressée aux nouveautés. D'accord, ouais. Moi, on a parlé d'Orange. Je vais te faire un petit retour encore plus en arrière que Itinéris. Avant. J'ai parlé de Bebop. Ah oui, je l'ai eu le petit Bebop. Alors moi, je l'ai pas eu, mais moi, mon papa c'était pas un early adopter, c'était un innovator. C'est l'étape d'avant les early adopters. C'est ceux qui vont tout essayer, tout. Si ça sort, ils essayent. Moi, mon père, il a été revendeur Apple, il a bossé dans la presse, il a fait des 3615, enfin voilà, il a fait des trucs de fou et il a eu un Radiocom 2000 évidemment. Je vous parle maintenant que les moins de 30 ans, etc. C'est ça, la grosse mallette avec le téléphone. Voilà, la grosse mallette qu'il mettait dans sa voiture et évidemment, il a eu un Bebop. Et donc en fait, moi, j'ai grandi avec un père qui s'informait énormément parce que comme il venait du milieu de la presse, pas de la presse tech, mais il venait du milieu de la presse, il s'informait énormément, qui avait envie d'essayer plein de choses, qui a été entrepreneur aussi, et donc c'est comme ça qu'il est devenu Apple reseller. Et d'accord. Il allait aux États-Unis justement pour toutes les nouveautés d'Apple et tout. Il a fait le CES avant que les gens en France sachent ce que c'était que le CES. Ouais, le CES. Moi, j'ai entendu parler du CES pour la première fois dans les années 80, quoi. Donc, et il te ramenait des trucs, il te ramenait il me rapportait des trucs. Alors, à l'époque, en plus, il faisait beaucoup de photos et il avait un petit studio de développement à la maison et il développait ses photos avec ce qu'il avait pu prendre et on les prenait évidemment pas sur téléphone. Il n'y avait pas encore d'email, hein. Mais donc oui, j'ai toujours été passionnée par les nouvelles technologies et les robots, ça m'a toujours fascinée.
parce que j'étais de cet univers de la science-fiction et que moi j'aime appeler l'anticipation en fait. J'aime autant la science-fiction que la dystopie ou les uchronies ou ce genre de choses. Et je trouve ça très intéressant parce que ça, je trouve que ça en dit beaucoup sur la nature humaine. Parce qu'en fait, le lien de tout ça, au-delà de la technologie, ça reste l'humain. Et ça fait le lien avec ce qu'on disait au début, que l'être humain, fondamentalement, ses désirs changent pas. De toute façon, la tech va trop vite pour que les humains aient le temps d'évoluer. Donc là, on doit faire avec ces nouveaux outils, avec ces nouvelles façons de faire, avec nos ressentis d'humains, nos réflexes d'humains, nos intuitions d'humains. Et c'est ce lien-là que je trouve hyper intéressant. C'est clair. Et toi-même, tu as beaucoup d'équipements, plein d'équipements chez toi ou Alors pas moi plus que ça? j'ai pas mal d'équipements. Je suis une Apple lover. Voilà, donc j'ai toute la suite. En plus, j'ai fait partie de l'équipe qui a lancé l'iPhone, pardon, en 2007. En 2007, je suis directrice sponsoring d'Orange. J'ai pas que le sponsoring, j'ai l'événementiel, la presse, les relations publiques et tout ça. Et donc, le lancement en 2007, toi, tu vas t'en souvenir, mais tout le monde s'en souvient peut-être pas. Quand l'iPhone se lance en 2007, Apple choisit un partenaire, Un seul opérateur. un seul partenaire de réseau. En fait, par pays, c'est Orange qui est le partenaire d'Apple. Cette exclusivité va tomber 6 mois plus tard pour des raisons réglementaires. Enfin, il y a eu un procès et Orange a perdu. Et donc, Apple a été distribué ensuite par les autres opérateurs mobiles. Mais quand on a fait le lancement, on avait l'exclusivité. Et donc, Clairement. ce lancement, il concernait toute l'équipe. Il y avait une équipe, en fait, il y a une équipe un peu commando qui a participé à ce lancement, qui était pilotée par le marketing. Moi, j'étais pas au marketing à l'époque, j'étais à la com. Et on contribuait évidemment les gens de la com parce que il y avait la partie pub, mais il y avait Bien aussi sûr. la partie événementielle. Et ça a été un de mes plus grands défis. Donc, on en a profité. On a ouvert la boutique des Champs-Élysées. L'ouverture de la boutique Champs-Élysées au sens l'inauguration, ça a été le lancement de l'iPhone. Donc ça, avec l'équipe évidemment des boutiques, on avait un petit peu quand même d'événementiel à organiser avec une file d'attente qui remontait tous les Champs-Élysées. Enfin, c'était dingue. Moi, pendant les 3 ou 4 mois avant la date, je disais au Comex, il faut absolument faire une soirée de lancement VIP, un truc un peu. Et j'ai eu le go et le budget 7 jours avant. Et j'ai monté une soirée de 800 personnes à la BNF Oh là là. en 7 jours. D'accord. Sachant que l'événementiel, c'est un métier extrêmement exigeant et c'est un métier... moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'événementiel et j'en ai fait beaucoup et en annonceur donc chez Orange et puis aussi après quand j'ai bossé pour Exposition donc dans le secteur des salons. Mais l'événementiel, c'est un métier qui est très exigeant parce que la date n'attend pas. Donc quand tu me parlais d'agilité au début, c'est le sujet sur lequel tu peux pas te dire bon bah je lance demain. Non, t'es obligé de trouver une solution immédiatement. Ça m'a appris une rapidité d'analyse de la situation et de trouver des solutions, l'événementiel qui est dingue. Et donc là, heureusement que, comme tu l'as dit, je suis une femme de réseau. Et on a fait jouer évidemment le réseau interne, le réseau externe. J'ai eu l'aide d'une agence, alors que moi-même, j'avais sorti toutes les agences. Quand j'ai monté l'agence interne d'événementiel d'Orange, j'avais sorti toutes les agences, mais je l'avais fait bien, avec tact, puisque j'en ai appelé une avec qui je m'entendais bien. Et je lui ai dit, là, il faut m'aider. C'était plus possible. Et on a eu 800 personnes qui sont venues à cette soirée à la BNF. Ça, c'était grâce à une autre personne à l'intérieur d'Orange qui a tout de suite appelé la BNF en disant je pense qu'ils sont dispo, ils louent très peu, on va les appeler et tout. Mais oui, j'ai vécu des moments comme ça, c'était fun. Ce qui est très intéressant dans ce que tu nous racontes, et je fais un petit focus là-dessus pour que ça serve à l'apprentissage. Ce qu'on voit là ici, c'est que clairement tes compétences sont, à travers tes parcours successifs, sont hyper robustes et acquises sur le terrain avec la gestion, comme tu dis, du marketing, de l'événement, du brand, de la marque, etc. Et donc ça te donne, pour le coup, je comprends mieux pourquoi tu es une sparring partner, parce que tu as une palette de jeux qui est absolument très large et indispensable pour un entrepreneur ou un dirigeant. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que tout se cross-fertilise, si tu veux. Je te donne un exemple, et j'en profite pour faire un deuxième coucou, et cette fois-ci à Thierry Ardisson. Moi donc, en étant directrice sponsoring d'Orange, j'avais l'habitude de parler avec beaucoup de VIP. Donc je peux pas citer beaucoup de noms, mais voilà, je crois que j'ai fait 10 ans de suite le Festival de Cannes, enfin voilà. Donc j'ai parlé à beaucoup de VIP. Donc tu acquiers aussi une aisance, etc. Et quand sur Aldébaran, on lance Paper, ça se passe bien. Donc là, beaucoup d'événementiels avec le Japon, avec SoftBank et My Association, sur scène avec Bruno. Donc et puis donc on fait un petit peu parler de nous. Et là, on est appelé par la prod de Thierry Ardisson, qui avait Salut les Terriens à l'époque. Donc c'était plus. Oui, c'est vrai. Hein, et qui demande un rendez-vous. Donc évidemment, on prend le rendez-vous. Donc
je vais au rendez-vous et là on comprend que donc Thierry Ardisson est présent et on comprend que Thierry Ardisson, il a envie d'interagir avec le robot Nao sur son émission, mais qu'il n'imagine pas une seconde que ce soit payant. Je pense que tu vois, c'est pas qu'il s'est dit, il s'est même pas posé la question en fait, je pense. Et tout ce que j'avais acquis d'aisance et d'interagir avec des VIP a fait que à la sortie du meeting, non seulement Nao était dans l'émission, on avait droit de regard sur tout ce qu'il allait dire ou faire, et on était évidemment rémunéré. C'était un contrat, quoi. Et c'était un contrat, et c'était pas un placement de produit, et c'est ni un placement de produit où c'est nous qui payons, ni même un don. On est comme les mecs sur LinkedIn qui te disent « Oh là là, ce produit, il est trop génial !» Mais non, c'est pas sponsorisé. Ben si on t'a offert le produit, c'est sponsorisé. C'est comme ça maintenant, la loi. Et en plus, il y a des lois pour ça. Il y a des lois pour ça, voilà. Nous, on a carrément été payés. Et en plus, et je remercie encore Thierry parce que c'est grâce à lui que c'est devenu en fait une business unit. C'est qu'il y a eu un gros lancement média de cette nouvelle saison avec un robot, parce qu'il y avait aucun présentateur qui avait fait une saison avec un robot. C'était le petit Nao, là. C'était le petit Nao, ouais. C'était le petit Nao. Et Thierry a gentiment accepté dans certains interviews de mentionner que en fait, il payait pour le robot, quoi. Et ce qui a fait que après tous les autres clients qui nous demandaient ouais, vous pouvez me prêter un robot, non, mais je peux vous le louer en revanche, ça c'est possible. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir du deal. On peut faire un deal. Donc là, à partir du moment où Thierry Ardisson payait, on était hyper clean et c'était une évidence. Et puis du coup, moi j'ai eu la chance d'aller pas mal de jeudis soirs, puisque Salut les Terriens diffusé le samedi était enregistré le jeudi soir. J'ai passé pas mal de jeudis soirs à la Plaine Saint-Denis à l'enregistrement parce que les réactions de Nao étaient en live. Et donc, il fallait absolument que, au niveau de la marque, qu'on vérifie que Nao ne dise pas des choses qui étaient peut-être contraires à ce qu'on voulait comme image de Nao. Donc j'étais présente aux enregistrements pour m'assurer de ça. Il y avait déjà de l'IA à l'époque dans Nao. C'était il y avait de la programmation de. Il y avait pas encore d'IA au sens il y avait rien évidemment, il y avait rien du niveau de ce qu'on voit aujourd'hui. Je te parle de ça en 2014-2015, donc en 10 ans, ça a énormément progressé. Mais il y avait déjà effectivement il y avait déjà toutes les technologies, alors moins avancées, mais toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que il y avait déjà le speech to text, le text to speech, donc la compréhension en fait du robot de quand on interagissait à l'oral, et puis la façon que tu pouvais aussi taper quelque chose et il pouvait le prononcer. On commençait à travailler beaucoup sur, on travaillait avec des linguistes. Il y avait effectivement de la recherche beaucoup chez Aldébaran. C'était vraiment une entreprise de R&D à la base, qui faisait beaucoup de recherche sur les IA, mais rien du niveau. Enfin, franchement, j'ai pas du tout travaillé à l'époque avec des choses comme ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Et ça aurait, je pense que pour moi, Nao, et c'est la première fois que je le dis, donc je sais pas si j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec Bruno là-dessus, je sais pas s'il est d'accord avec moi ou Jérôme, mais je pense qu'il avait 10 ans d'avance en fait. Ouais, c'est ça, j'allais te parler de time to market. Ouais. On est dans un cas de figure où tu te dis mais non de Zeus, on n'est pas à la bonne conjonction là, on n'est pas au exactement. Bon moment, quoi. Et alors Nao a eu un marché génial pour tout ce qui était. Alors d'abord, c'est un produit hardware aussi. Au-delà du soft, c'est un produit hardware magnifique. Pepper aussi. Alors Romeo qui n'est jamais sorti, encore plus. Donc déjà en hardware, je pense que ça a fait tomber un certain nombre de barrières. Ça a eu des usages donc dans les universités de robotique. Il y a eu, ça a été il y avait un Scratch-like en fait, un logiciel de programmation interne du robot qui s'appelle Chorégraphe, qui a permis à plein d'enfants de commencer la programmation. Et puis, ça a été utilisé dans les écoles spécialisées pour les enfants autistes. Et moi, je suis très fière de ça, que Nao, et parce que ça a été prouvé par plein d'études que les enfants autistes qui ont du mal à lire les émotions en fait sur les visages et donc qui sont perturbés par rapport à ça, un robot n'exprime pas d'émotions justement sur le visage. Donc, comme il a cette monotonie en fait qui peut nous sembler nous neurotypiques, nous sembler parfois ennuyeuse, pour un neuroatypique, au contraire, c'est extrêmement rassurant. Ouais. Et donc voilà, donc ça a été très utilisé aussi comme ça dans les écoles. Alors on pouvait pas le mettre avec des enfants, chez les enfants, parce que Nao, il y avait des comment ça s'appelle, des joints, des articulations, voilà, qui faisaient que tu pouvais pas laisser un enfant seul avec le robot en fait, mais ça a quand même aidé beaucoup de gens, je pense. J'avais vu passer des reportages sur ça, sur le fait qu'il était utilisé dans l'éducation des enfants et dans des labos et tout ça. J'avais suivi Aldébaran pas mal de temps. Et après, il y a eu cette histoire les financements qui étaient très importants dans ce genre de projet. En fait, moi, quand je suis arrivée, les financements, Bruno avait déjà vendu une grande partie à SoftBank pendant des années avant que j'arrive. Ça date d'avant que j'arrive, donc je peux me tromper ou ma mémoire peut me faire défaut, mais avant que j'arrive,
quand je suis arrivée, Bruno avait encore pas mal de parts, mais SoftBank était l'actionnaire majoritaire, Déjà, sinon seul. Il y avait évidemment quelques cofondateurs avec Bruno, et puis on avait quelques salariés qui avaient des actions, mais parce que Bruno avait essayé de le faire financer par des industriels français, voire par le gouvernement français, et il avait été obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs. Ouais. Et pour lui, à l'époque, c'était comme ça. Il avait essayé. On avait même pour Paper, quand on a lancé donc Paper, on a refait un tour, et là pour le coup j'étais là, donc on a vu tous les gouvernants de l'époque. À l'époque, on a vu Axel Lemaire, on a vu Arnaud Montebourg sur le Made in France, etc. Parce qu'on voulait rapatrier l'industrialisation aussi, parce qu'il y avait les financements et l'actionnariat d'Aldébaran, mais ensuite il y avait toute la partie industrialisation. Donc nous on était produits à Shenzhen et par donc Foxconn, enfin voilà, tous les habituels en fait, et on pouvait pas faire rapatrier cette industrialisation en France pour plein de raisons. Je pense qu'aujourd'hui les choses seraient un peu plus faciles, mais il y a 10 ans, pourtant vraiment on avait essayé, mais c'était parti. Et donc du coup, à un moment donné, en fait, ça ne faisait plus de sens que les Japonais n'aient pas 100% la main. Donc Bruno a vendu le reste des parts à Masayoshi Son de SoftBank, et moi j'étais partie un mois plus tard, parce qu'en fait c'est pour ça que je suis devenue sparring partner de dirigeant. C'est que moi j'ai toujours été alors on peut dire numéro 2, on pourrait dire bras droit. Enfin je pense que chacun des leaders que j'ai accompagnés, qui sont intrapreneurs ou entrepreneurs, aurait un mot différent pour le dire, mais j'ai toujours eu une posture de ping-pong, d'échange, même sur des sujets qui n'étaient pas dans mes domaines de responsabilité, avec mes boss en fait à l'époque. C'était directement des patrons, et donc oui, forcément pour les Japonais, quand le CEO japonais est arrivé, je n'étais certainement pas la personne avec laquelle il avait le plus envie de collaborer. Est-ce que tu as toujours des contacts avec Bruno Maisonnier, qui a monté une boîte dans l'IA, Another Brain, ouais, tout à fait. Il y a d'ailleurs des anciens d'Aldébaran qui l'ont rejoint. Oui, on se parle de temps en temps. Et je suis toujours en contact avec pas mal de gens avec qui j'ai travaillé chez Aldébaran. C'était une très très belle aventure. Ça reste coup sur coup quand même des boîtes absolument fabuleuses au niveau de ce que vous faisiez. Et puis tu vois, et comme tu dis, là c'est vraiment l'innovation, l'anticipation, c'est extraordinaire. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est enthousiasmant. Complètement. Et il m'a fallu, en plus, moi donc j'avais jamais cherché de boulot jusque-là. Donc moi j'ai eu un parcours plutôt, on va dire plutôt traditionnel. Alors pour les gens de notre génération, tu vois, la voie royale, grandes écoles, etc. Nos parents nous disent faites des bonnes études, allez chercher un CDI. Voilà, avec tu vois la prépa, les grandes écoles et tout. Et puis bon, je suis partie faire mon MBA aux États-Unis, comme je le disais, parce que j'avais 21 ans quand je suis sortie d'école d'ingénieur, parce que j'avais mon bac plus jeune que la moyenne. Et donc je suis partie tout de suite faire un MBA américain, parce que j'ai eu cette opportunité-là. Et là, en rentrant en France, après avoir été assistante sociale des étudiants étrangers aux États-Unis, parce que j'avais pas envie de partir tout de suite, c'était le tout début d'Internet en fait. Alors moi, j'avais 3 ans d'avance. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu un email le jour où je suis arrivée aux États-Unis en 94. Du coup, mon père en a pris un aussi pour qu'on puisse échanger. Mais quand je suis rentrée début 97, en fait, il y avait personne savait ce que c'était que le web en France encore. Moi, j'ai lancé ma start-up en 98, un an après. Donc, moi, je dis que je suis une mamie du web, mais je suis vraiment une mamie du web. En fait. C'est les pionniers. Complètement. Et en plus, avec un anglais fluent, mais vraiment fluent, puisque je venais de passer 3 ans aux US, et aussi des connexions aux États-Unis, puisque j'y avais vécu, qui faisaient que j'avais des informations qui n'arrivaient pas encore en France. Encore une fois, on est avant Google, on est avant Facebook, on est avant tous ces trucs-là, avant clair. 2000, voilà. En France, il y a le Minitel à l'époque. Voilà, c'est ça. Nous, c'était le Minitel. Bon, après, je suis partie tout de suite, quasiment tout de suite. Je suis restée 6 mois en France à vendre des sites internet, d'ailleurs, pour une ESN qui s'était dit, tiens, et si on se diversifier là-dedans, mais personne voulait en acheter, c'était pas encore assez connu, toujours le fameux time to market. Et je suis repartie dans la chimie, où là j'étais à Londres. Et à Londres aussi, c'est comme à Londres, forcément, ils parlent la même langue que les US, donc ça va un peu plus vite. Alors, la même langue. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était la même langue. Je suis arrivée à Londres, je pensais que j'allais tout comprendre. Il m'a fallu 6 mois d'adaptation à leur accent. Tu parlais pas avec l'accent d'Oxford? Ah non, je parlais pas. Et je peux te dire que les news sur la BBC, je crois qu'il m'a fallu 3 mois vraiment pour
comprendre ce qu'il disait, alors que franchement, je pensais parler anglais couramment. Donc je ne parle pas anglais couramment, je parle américain couramment, ce qui est pas du C'est tout pas pareil. Ce qui est pas du tout pareil. Et donc voilà, donc je suis restée 1 an et quelques là-bas. J'ai été rapatriée en fait par la boîte de chimie qui m'a donné le poste de mon boss pour une autre business unit à Paris. Donc j'étais très contente de rentrer à Paris. Je suis rentrée à Paris début 2000. Et puis j'ai rejoint le conseil en strat, et à partir du conseil en strat, je suis partie chez Orange. Et donc tout ça s'est fait de façon extrêmement fluide jusqu'à donc Orange Aldébaran, Orange 4 postes. Toujours aussi de façon très fluide, Aldébaran. Et là, je me retrouve 41, 42 ans C'est ça, ouais. au chômage pour la première fois de ma vie. Waouh. Ouais, et comme tu dis, avec un contraste de parcours d'excellence, académique, études, poste de fou et tout ça, et pas. Et là, tu dis, ouais, alors je fais quoi maintenant? Ouais, puis là, pour le coup, t'es pas prête. C'est-à-dire, de toute façon, non, je te confirme, j'étais pas prête. De toute façon, on n'est pas prêt pour ça. C'est-à-dire, ouais, tu découvres. Ah non, là, je suis pas prête du tout parce que je m'attendais pas à ce que, enfin, je savais bien que j'allais pas rester 10 ans chez Aldébaran après le départ de Bruno, mais je m'attendais pas à ce que ça se fasse si vite. Tu vois, je pensais avoir un petit peu plus le temps d'anticiper en fait et d'être un peu plus maître de mon destin. Ça n'a pas été le cas. Et on est donc au mois de mai. J'ai un bébé, enfin j'ai un enfant qui a 2 ans. Non, il y a un peu plus que ça à l'époque. Il y a un peu plus que ça parce que il doit être en maternelle, il doit avoir 4 ans. En tout cas, t'es déjà la maman avec un enfant, quoi. Ouais. Alors après, j'ai plus de 40, j'ai 42 ou 43 ans, hein, donc maman avec un enfant, c'est pas, tu vois, j'étais pas jeune pour être maman avec un enfant, mais oui, enfin des responsabilités quoi, quand même des responsabilités. Bien sûr. Et puis surtout se dire qu'est-ce que je fais de mes journées en fait. Ouais. Là, t'as dû avoir une phase là. Et en fait, je suis rentrée dans l'action très vite, et ça sera pas la dernière fois, je pense, qu'on parle de réseau dans cet échange. En fait, moi, j'ai fait ce qu'on te conseille de faire, mais que peu de gens font vraiment. Quand tu te retrouves à devoir trouver un job, trouver une mission quand t'es indépendant, ou commencer à vendre quand t'es entrepreneur, tout le monde te dit appelle ton réseau. Mais personne le fait vraiment. Personne le fait pour de vrai, quoi. Ouais. Moi, je l'ai fait pour de vrai. Et d'ailleurs, je l'ai refait en étant solopreneur parce que je l'ai refait parce que je sais que ça marche. Et en fait, j'ai appelé tout le monde. J'ai recontacté je me suis connectée sur LinkedIn. Et à l'époque, personne publiait sur LinkedIn. Hein. C'était pas le LinkedIn d'aujourd'hui. C'était pas utilisé comme ça. C'était pas du tout utilisé pour ça. Donc, je me suis pas mise à publier parce que ça n'aurait rien apporté. En revanche, ça m'a permis de recontacter des gens dont j'avais plus forcément les coordonnées, etc. Moi, j'étais passée par AT Kearney. Et je tiens à saluer tous mes anciens collègues d'AT Kearney et ceux qui sont encore d'ailleurs, parce qu'il y a une solidarité de dingue. Il y a personne qui m'a refusé un café. Personne. Wow. Moi, je les ai croisés quand j'étais consultant chez Orange. Je les ai croisés, les gens d'AT Kearney. Ils étaient en mission chez Orange. Ouais. Et donc, en fait, ce réseau-là, l'avantage, c'est qu'en plus, comme je l'ai réanimé, donc en 2015, forcément, encore aujourd'hui, tu vois, ça fait que 10 ans. Maintenant, je sais sur qui je peux compter, etc. Donc, bien sûr. Et j'ai commencé à vraiment traiter mon réseau comme cette richesse qui fait partie de l'expertise et des expériences que j'apporte aux dirigeants que j'accompagne. Et ça en fait vraiment partie. Et je me suis rendu compte que j'étais plutôt intuitivement, j'avais les bons réflexes, voilà, que j'avais pas laissé des trop mauvais souvenirs apparemment à plein de gens. Et puis là, j'ai appliqué les méthodes, encore une fois, les méthodes dans les livres, quoi. C'est-à-dire que tu quittes pas un rendez-vous sans dire à ton avis c'est qui le prochain que j'appelle, que ce que tu fais toi d'ailleurs avec ton podcast, etc. Et en fait, ça marche. Et ça marche tellement que au bout de 15 jours, je me retrouve en face d'un chasseur de tête qui ne connaissait pas et que je connaissais pas, qui me dit je sais. J'ai un client, s'il signe la mission, je sais c'est vous qui aurez le job. 4 mois plus tard, je commençais chez Rive Exposition. Donc oui, au point que quand ils m'ont appelé pour me dire c'est bon, c'est toi, on était genre le 25 septembre. J'ai dit super, je peux commencer le 1er novembre parce qu'en fait moi je m'étais pas arrêtée du tout puisque je cherchais du boulot et j'avais pas pris de vacances, rien du tout. Ils m'ont dit bah non, tu commences le 1er octobre. J'ai dit bon d'accord. Et donc là c'était voilà, donc j'ai pas fait de pause vraiment cette année-là, mais ouais, le réseau et continuer de s'informer. Enfin moi c'est vrai que j'ai toujours eu cette habitude, donc je te disais de l'actualité et qui est toujours encore une de mes forces aujourd'hui, cette capacité à engranger plein d'informations et surtout d'en filtrer ce qui est important.
On peut tu peux nous faire un petit flash spécial sur ta newsletter. Ma newsletter. Écoute, je voulais pas faire de. Ah mais si. Mais oui, quand oui, même, ouais, ma c'est newsletter, une des newsletters du marché qui est une des meilleures en matière de veille. Alors merci. il faut en parler. Ouais. Donc en fait, ma newsletter, donc le comment du pourquoi, que j'ai lancé en juin 2020. Donc on venait à peine de sortir du premier confinement. Ouais. J'avais passé le premier confinement à échanger en dark social, hein, donc sur Discord, dans des groupes, à partager beaucoup de veille, parce que là, pour le coup, j'avais vraiment du temps d'en faire. Ouais. Et je l'ai partagé sur Twitter à l'époque. Je mettais les liens sur Twitter et quelqu'un m'a dit, je le salue d'ailleurs parce que je peux dire son nom, c'est Bruno Freelanski qui m'a dit, Bruno est un ancien de l'e-marketing. Et il m'a dit, mais c'est trop bête, tout ce que tu produis, en fait, il faudrait que tu en fasses une newsletter. Donc j'ai envoyé mon premier numéro à 200 personnes qui étaient dans mes contacts. Je crois qu'il en reste encore une centaine aujourd'hui. Et donc j'ai construit cette newsletter autour d'une promesse pour les dirigeants. Qui était d'avoir les informations indispensables à connaître. Tech, business et innovation. Je vais pas parler de politique. Alors en ce moment, je parle beaucoup de politique, mais c'est pour des raisons qui impactent le business. Mais tu vois, je vais pas parler des élections, je vais pas parler de choses qui sont pas en lien avec le business. Je vais pas parler de sport non plus. Hein, tu vois, enfin, c'est vraiment tech, business, vraiment innovation. Quelque chose de très clair. Et normalement, en lisant la newsletter, je ne fais pas qu'une liste de liens, moi, parce qu'il y a beaucoup de newsletters qui ont des listes de liens. Alors c'est toujours utile. Et moi, je suis abonnée à plein. En ce moment, avec l'IA, c'est la folie. Ouais, je suis abonnée à plein de newsletters comme ça, tu vois, qui t'envoient plein de liens. Mais moi, en fait, mon idée, et je fais pas non plus la sélection de 3 ou 4 liens. Ça aussi, c'est un type de newsletter auquel je suis abonnée, où ils en choisissent 3, 4, et puis ils font vraiment un deep dive dans chacun des liens. Moi, c'est ni l'un ni l'autre. Moi, je vais relier des liens entre eux. Et je vais te raconter une histoire que moi, je comprends de l'ensemble des articles autour de certains sujets, parfois autour du même sujet, tu vois, et parfois autour de sujets qui ont pas l'air connexes, mais que moi je vais relier entre eux. Donc c'est vraiment ce décryptage qui est complètement subjectif, qui est complètement personnalisé, mais c'est comme ça que moi ça fait 3 ans que j'ai parlé par exemple du dark social, dont tout le monde parle maintenant. Moi ça fait 3 ans, j'ai même créé une conférence sur le sujet que j'ai donnée plusieurs fois, parce que pour moi c'est l'avenir de la communication et du marketing digital. Ouais. C'est le dark social. Et c'est un enchevêtrement entre le réseautage, la communication, la relation avec ses pairs. Les communautés. Ouais, c'est ça. L'essor des communautés. Et d'ailleurs, on le voit bien. On voit bien que là, les gens, et c'est le cas depuis... maintenant qu'on fait beaucoup plus de présentiel, maintenant que le Covid, ça fait 5 ans quand même qu'on est rentré dans le premier confinement. En fait... Les gens veulent se revoir physiquement. Les gens ont peur du phishing, des fake news, et même des faux gens, tu vois, des avatars. Ça va pas en s'améliorant. Hein. Exactement. Et donc en fait, se retrouver dans des communautés, donc dans des walled gardens, tu vois, donc dans des choses vraiment fermées, dans lesquelles il faut montrer patte blanche pour rentrer. Où il y a parfois un appel de screening. Alors bientôt ils pourront faire des avatars d'appel, mais pour l'instant on arrive encore à faire du screening. Et ben ça crée des espaces de sécurité dans lesquels on a confiance dans les émetteurs, donc de l'information, contrairement aux réseaux sociaux sur lesquels tu ne sais pas en fait très bien qui est l'émetteur. Tu ne connais pas ni s'il existe vraiment, ni quelles sont ses motivations pour partager quelque chose. Exact. Donc moi je partage avec tout ce qui fait moi, et en fait je partage quelque chose, je me dis j'espère que mes clients la lisent. Voilà, c'est ça qui me drive, et mes clients c'est des dirigeants de start-up, scale-up et PME avec quelques gros solos. Je peux témoigner de quelque chose ici qui est, encore une fois, on est là pour transmettre un maximum d'apprentissage à toutes les personnes qui veulent entreprendre notamment. Dans ton cas, Laura, je peux le dire, tu en as fait ta newsletter un véritable outil de réputation, de relationnel, de réseautage. Hein. Depuis le début, là, on parle beaucoup de réseau, et le réseau, ça s'anime, ça s'entretient, et l'outil newsletter, toi, tu as une approche qui est évidemment qui se caractérise, que tu es quand même hyper carré, tu as choisi, tu as testé plusieurs plateformes, tu en as choisi une qui correspond exactement à ce que tu veux faire. Il y a vraiment une démarche, un véritable outil. C'est pas juste tiens, hop, je vais faire une newsletter comme ça. Oui, c'est vraiment réfléchi. Même le titre est réfléchi. Alors, quand je dis réfléchi, il m'est venu d'un coup, mais je me suis dit c'est ça. Oui, mais tu y avais pensé longtemps avant. C'est ça. Je pense qu'il y a eu pas mal de travail effectivement en tâche de fond. Mais tu vois, le comment du pourquoi, c'est vraiment parce que pour moi, alors je rejoins tout ce que tu as dit, hein, la newsletter c'est le lien direct, c'est l'animation d'un réseau, c'est tous les lundis matins en fait, ils voient mon nom. Ils voient mon nom, et s'ils ouvrent,
et j'ai quand même plus de 60% d'ouverture, donc il y en a beaucoup qui ouvrent. J'espère leur apporter de la valeur. Après, si t'apportes pas de valeur, les gens ils se désabonnent. Et moi j'ai toujours dit, surtout si vous lancez une newsletter, n'espérez pas zéro. C'est Ça n'existe pas les zéro churn désabonnements. et ça fait partie du Et truc. ça fait partie du jeu. Et c'est peut-être même bien parfois parce que si tu t'adresses pas à la bonne cible, il vaut mieux qu'ils partent, quoi. Exactement. Et c'est mieux parce que sinon ça vient flinguer ta réputation, ta réputation au sens domaine, etc. Si personne n'ouvre. Donc c'est mieux qu'ils s'en aillent plutôt qu'ils restent inactifs. D'ailleurs, moi je vire les inactifs au bout de 4 mois. Je les vire. Mais oui, donc ils me voient, je leur apporte de la valeur. Et souvent, j'initie des conversations comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, la newsletter, elle est envoyée d'un coup par un outil à plein de gens. Et là, j'ai plus de 2000, j'ai presque 2200 abonnés aujourd'hui. Wow. Mais j'ai beaucoup de réponses. Tous les replies, ça m'arrive dans ma boîte mail. Et j'entame des conversations entières. J'ai des clients qui sont arrivés par ma newsletter, mais 2 ans après s'être abonnés. Wow. 2 ans. Ouais, et je ne savais pas qui ils étaient avant, tu vois. J'ai évidemment des proches, alors des proches aussi entrepreneurs, hein, mais qui lisent ma newsletter et qui vont, tu sais pas en fait, tu vois, tu vas les croiser à un after work et ils vont t'en parler. C'est la même chose sur ce qu'on publie sur les réseaux. Alors le gros avantage de la newsletter, c'est que la newsletter, t'as vraiment le lien direct et donc tu n'es pas dépendant de l'algorithme. Ça c'est quand même hyper important. Exact. Mais il faut quand même compléter avec les algos des réseaux sociaux, on peut pas s'en passer. Et moi, combien de fois je tombe sur des gens en after work que je connais ou que je connais pas qui me parlent de mes derniers posts LinkedIn où j'ai l'impression que personne me lit, que comme tout le monde, tu vois, mais j'intéresse personne. Mais en fait, si, les gens lisent vachement. Et je me retrouve parfois à avoir d'ailleurs un nombre d'abonnés qui monte d'un coup, tu sais, quand t'as 20 abonnés qui arrivent en 2 heures. Moi, je fais jamais de pub, hein, donc ça peut pas être à cause de ça. Et donc là, tu creuses. Tu vois, s'il y en a un que tu connais, tu poses la question. Parfois, ça s'accompagne de demandes LinkedIn. Donc là, je peux creuser un peu. Et en fait, c'est les fameux partages d'art social. C'est quelqu'un qui a parlé de toi en conférence. C'est quelqu'un qui a parlé de toi dans un groupe privé. C'est parfois un prof qui a parlé de toi à ses étudiants. Enfin, voilà. Donc tout ça crée en fait des effets boule de neige un peu partout. Et puis, ça crée des opportunités. Moi, j'étais pas conférencière quand j'ai lancé ma newsletter. Et en fait, c'est un de mes abonnés qui était patronne d'une BU de La Poste, qui me croise sur un salon et qui dit « Oh, j'adore ta newsletter. D'ailleurs, je parlais de toi avec mon directeur marketing. Il faut que tu fasses des conférences pour nous. » Elle me présente son directeur marketing qui était juste à côté d'elle. Et ça fait 3 ans que je fais des conférences pour La Poste. Voilà. Donc, et des conférences que du coup, j'utilise pour d'autres maintenant aussi. Et donc, mais c'est sur le temps long. Et je pense que c'est un autre apprentissage aussi à partager. Et ça, toi et moi, on a de la bouteille, donc on peut le dire. C'est que la solution miracle n'existe pas. Le truc, en 6 mois, je te fais x4. Alors oui, moi, je peux faire x4 sur 1 euro, hein, ça, c'est pas compliqué. Mais, mais en 6 mois, je te fais x4, etc. Ça n'existe pas. Ou alors, soit vous y laissez vos valeurs, parce qu'il y a des choses pas éthiques derrière. Ouais, clairement. Soit vous y laissez juste votre argent parce que c'est des mensonges. Mais les choses arrivent généralement sur le temps long. C'est pas parce que la technologie, il y a 14 annonces par semaine sur les nouveaux modèles d'IA divers et variés que tous les jours avance à cette vitesse-là. Ça marche pas pareil, en fait. Ouais, c'est la folie. Et en plus, toi, tu t'insurges à ton niveau, à ta manière, et moi aussi, je le fais sur LinkedIn, sur le fait que souvent, en parlant des IA, il faut quand même comprendre que un prompt sur ChatGPT qui passe en 30 secondes sur TikTok, ça ne fait pas une application d'innovation d'IA dans une PME, quoi, dans une entreprise. Non, bien sûr. Non, mais après. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est que les gens sont là, allez, vas-y, mets poète dans les commentaires et je t'envoie mon super prompt et tout ça. Non, mais faire des prompts. Mais n'importe quoi. Faire des prompts, ça ne va faire qu'améliorer la productivité individuelle. Voilà. En fait, si tu veux, c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui, quand les gens parlent d'IA, pour les moins initiés d'entre eux, ils n'ont pas compris qu'il y avait une énorme différence entre, c'est partie d'ailleurs des sujets que moi j'aborde dans mes conférences sur le sujet, mais il y a une différence entre la productivité individuelle et la productivité collective au sens de l'entreprise. Et ensuite, il y a carrément un 3e niveau pour moi qui est vraiment l'intégration de l'IA qui va permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a le côté productivité, ce que je faisais avant, je veux le faire plus vite ou de façon plus efficace ou avec moins d'erreurs. Et puis il y a qu'est-ce que je peux faire que je ne faisais pas avant. Aujourd'hui, tous les trucs de prompt, à partir du moment où c'est un prompt, c'est forcément pour un individu. Exact. Voilà. Ensuite, tu as les gens qui disent oui, mais prends mon agent. Parce que l'agent, effectivement, là, tu peux l'imaginer à l'aune d'une productivité d'entreprise. Encore faut-il que ce soit compatible avec tous les sujets de sécurité
et qui J'allais parler de la gouvernance et la gouvernance et la cybersécurité moi, si tu veux, et l'intégration dans le SI, etc. Et puis vraiment, enfin, l'intégration dans le SI est souvent sur des petites PME, ils ont pas de DSI, ils ont pas de gens qui savent faire ça avec des gourous autoproclamés qui disent non, t'inquiète. Ben moi je m'inquiète, voilà, moi je m'inquiète, hein, mais c'est peut-être parce que je suis vieille, je sais pas, mais moi je m'inquiète. Et puis ensuite t'as le côté aussi, c'est que leurs agents, ils sont pas pensés pour cette entreprise-là. C'est des agents qui vont faire des tâches qui sont communes à plein d'entreprises, donc encore une fois qui vont gérer potentiellement s'ils fonctionnent bien, encore une fois ce qui est pas gagné. S'ils sont bien connectés, bien sécurisés et tout, qui vont gérer une partie ils font de ta productivité d'entreprise existante. Mais qui vont pas forcément t'autoriser ou te permettre de réfléchir de façon holistique à bon ok, maintenant que je sais comment ça marche les IA, qu'est-ce que je pourrais faire que je ne fais pas aujourd'hui? Et c'est le je ne le fais pas aujourd'hui le truc le plus intéressant. Bien sûr que la productivité individuelle c'est intéressant, bien sûr que remplacer des tâches manuelles à la taille d'une équipe et tout c'est intéressant, mais s'extraire de tout ça, s'extraire de son quotidien, regarder les IA de façon plus holistique, pour se dire ok, maintenant j'ai compris. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire là? Moi, je suis en train de discuter avec un de mes clients que j'accompagne sur complètement autre chose. Je l'accompagne sur le go-to-market d'une nouvelle offre, mais où en fait, en discutant, parce que moi, quand j'accompagne un dirigeant, on parle de plein de sujets. T'as bien compris. Bien sûr. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient un vrai sujet sur leurs contrats. Ils ont des contrats extrêmement spécifiques. D'accord. Et puis un contrat, c'est par définition de la donnée non structurée. Alors, pour être passé par les achats, je sais bien à quoi ça ressemble un contrat, je sais bien les problématiques. On en a travaillé quelques-uns. Voilà, tu vois, les clauses spécifiques que tu as négociées. Alors lui, je lui ai fait ça en remise. Lui, j'ai pris ça comme engagement supplémentaire, etc. Et c'est un bazar sans nom. Les CRM sont assez mal... Pas très adaptés à ça. Ouais, ils sont pas adaptés pour que tu puisses mettre vraiment des clauses spécifiques. Alors, si tu crées des champs, si c'est toujours sur les mêmes articles, ça va. Mais dès que c'est genre des side letters à côté ou des choses comme ça, ça devient très compliqué. Et puis surtout, même si tu as un CRM qui est bien foutu, ça nécessite de l'entrée à la main. Exact. Et donc là, l'identification de ces sujets-là dans les données non structurées, ça par exemple, les IA sont hyper fortes là-dessus. En revanche, on parle de contrat. Donc ça veut dire qu'on parle des données parmi les plus confidentielles de l'entreprise. Exact. Donc tu le fais pas n'importe comment. Tu le fais pas tourner sur les clouds américains, tu sais pas où quoi. Et puis c'est ça. Et puis tu vas pas mettre tes données ni sur Chat, même sur Mistral. Tu vas pas mettre tes données vues de tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un modèle en propre, un serveur donc en propre. Ça a plein d'implications. Et là effectivement, là moi je dois être accompagné de quelqu'un qui s'y connaît au niveau IT parce que c'est pas du tout. Je disais je suis en T, donc je sais qu'il faut un mec en IT, ou une meuf d'ailleurs, mais je ne suis pas la personne spécialisée. Et là je vais m'appuyer sur un expert. Ah mais c'est très en fait on est parfaitement aligné là-dessus et il y a eu un mouvement qui a germé sur LinkedIn beaucoup qui est une seule stature d'entrepreneuriat qui est le côté petit freelance indépendant etc. Mais ça fait pas le business des entreprises en fait. Et donc c'est vrai que moi c'est ça que je trouve délirant, c'est que tu as des gens comme tu dis, des individus qui sont peut-être très doués en tant qu'individus, en tant qu'indépendants, mais qui ont aucune expérience dans une entreprise, ils savent pas ce que c'est qu'une structuration, une organisation d'entreprise, et en fait ils sont experts, mais d'une technicité sur savoir faire un prompt, mais ils ont aucune notion de stratégie d'entreprise, des différents départements qui constituent une entreprise. Et ils ont aucune notion des risques. Et ils ont des risques. Et moi c'est ça surtout qui me, si tu veux, indépendamment de la stratégie, où tu as complètement raison. Là où c'est le plus dangereux, c'est pas tant qu'ils aient pas la stratégie, mais c'est qu'ils ont aucune notion des risques. Ils ont aucune notion des risques de sécurité. Ils ont aucune notion des risques RH. Parce qu'il y a aussi du risque RH. Enfin, on peut dire ce qu'on veut sur les IA, clairement. Mais qui sont effectivement, qui peuvent faire papa, maman et le café, si tant est qu'elles sont bien entraînées, bien programmées, etc. Mais à un moment donné, bien sûr que ça va avoir un impact sur les équipes. Alors déjà, ça va avoir un impact sur leur quotidien. Je parle même pas encore de réduction d'effectifs, juste leur quotidien. Comment est-ce que tu accompagnes? Quand tu as géré ce que moi j'ai dû gérer, quand on a lancé Parnasse, donc moi j'ai rejoint Parnasse, ça faisait 6 mois à peu près que ça existait, la marque haut de gamme d'Orange, et donc c'était que des salariés d'Orange pour créer cette nouvelle marque haut de gamme qui faisait les choses différemment et qui avait décidé en 2006, sous l'impulsion donc de l'intrapreneur que je salue, Nilou Soyeux, qui a eu cette idée absolument magnifique, de dire nos clients ne sont pas des lignes de téléphone, ce sont des individus et elle a inversé le truc pour la marque haut de gamme en disant on va regarder le client et le nombre de lignes qu'il a et on va pas regarder ligne à ligne. Dans les systèmes d'information de France Télécom en 2006, c'était impossible en fait. C'est-à-dire qu'on a dû former des équipes
qui étaient phénoménales. Elles étaient volontaires pour aller sur ce truc-là. Et moi, j'ai vu ce que c'était qu'avoir des gens qui avaient envie de changer et tout ça, mais qui étaient pas non plus. Enfin, on était 100 personnes seulement, tu vois, dans France Télécom, hein, donc, mais qui ont dû apprendre à gérer tous les systèmes d'information du groupe pour ensuite, au moment où un client appelait, réussir à aller chercher les bonnes infos sans que le client porte la charge de cet effort-là, pour ensuite qu'on comprenne comment est-ce qu'on pouvait lui mettre à disposition un intranet, un espace client où il avait toutes ses lignes et tout. On a été hyper pionniers là-dessus. C'est ce qui a permis d'arriver. Aujourd'hui, tu as un espace client quand tu es client Orange et tu vois bien toutes tes lignes. Mais il faut penser qu'en 2006, tu étais un usager pour France Télécom. Tu n'étais pas un client déjà. Et tu étais effectivement un client chez Orange au niveau mobile. Et donc là, tous ces changements-là de façon de faire, des gens qui n'ont été que solo dans leur vie, qui n'ont travaillé, qui ont été que étudiants et qui ont travaillé qu'avec des freelances ou des gens très autonomes aussi dans leur façon d'interagir avec le milieu professionnel, forcément, ils n'ont pas d'idée de ce que ça peut vouloir dire. D'intervenir auprès de Josiane, Jean-Michel, qu'il faut pas dénigrer, qui sont des gens hyper importants pour la majorité des enfin c'est des salariés importants pour les entreprises qui ont un savoir et un savoir-faire en plus qui n'est souvent pas transmissible en termes d'historique et tout. Alors, je le fais un peu générationnel, mais il y a quand même du générationnel là-dedans. Et en fait, il faut les embarquer dans l'histoire. Tu peux pas juste dire c'est pas grave, on peut se passer d'eux. Non, on peut pas en fait, non. Parce que ils ont plein de trucs et c'est ça qu'ils comprennent pas plus, je trouve. C'est vrai. Et puis tu as raison de parler des aspects de responsabilité, parce que en plus maintenant il y a au-delà de la protection des données, la confidentialité des données d'une entreprise, il y a ces notions de le RGPD je le passe, mais il y a des notions que tu peux parfaitement être accusé de faute grave en tant que salarié si tu as donné de la data confidentielle parce que tu as vu un prompt sur LinkedIn par un indépendant qui te disait tiens vas-y je t'explique comment faire ci, comment faire ça. Ah ouais, mais attends, c'est un vrai sujet, quoi. Exactement. Tu vois, moi en ce moment, j'accompagne l'entreprise sur laquelle on réfléchit avec les contrats. Pour l'instant, on n'a pas encore monté donc une IA chez eux. Et par rapport aux usages, alors là, on a des usages très habituels de repurposing de contenu et tout. À chaque fois, comme aujourd'hui, on est sur des outils externalisés, donc sur des clouds. Aujourd'hui, il y a des contenus qu'on n'exploite pas. Parce que on n'a pas encore d'espace sécurisé. Il y a des contenus on peut parce que c'est des livres blancs ouverts, on peut tout à fait les mettre dedans. De toute façon, ils sont téléchargeables sur internet par n'importe qui. Je vois très bien. Et puis il y en a d'autres, non, on peut pas. Si notamment ça vient de la ce qu'on appelle de la GED, la gestion électronique documentaire, là la GED, on la balance pas à l'extérieur dans un cloud. Exactement. Non. Exactement. Et donc là, il y a un vrai sujet aussi d'éducation. Alors je pense qu'il y a un côté évidemment très la vitesse en fait la vitesse, on a l'impression d'être paumé si jamais on n'y va pas, mais en fait la vitesse c'est une vitesse de capacité de modèle, mais donc qui vont être par exemple là moi ChatGPT 4o, pourtant je suis pas du tout une fan de ChatGPT, moi Claude c'est mon chouchou en rédaction, je faisais beaucoup de mid-journée en images, mais ChatGPT 4o là sur les images c'est juste bluffant. Donc oui, ça ouvre un champ des possibles. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus simple de mettre un packshot produit où tu veux, de refaire des photos de toi. T'es pas obligé d'entraîner un Lura sur Flux, etc. Mais quand même, ça reste des usages. Ok, ça fait de la création d'images en fait. Et c'est là que on n'est pas obligé de suivre toutes les avancées technologiques pour commencer à faire appréhender, à faire l'éducation et la pédagogie des salariés sur qu'est-ce que ça veut dire une intelligence artificielle, pourquoi est-ce qu'on appelle ça intelligence et artificielle, quels sont les dangers, les enjeux qui sont autour de ça. Les dangers pour la vie de l'entreprise, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire, qu'est-ce que vous pouvez essayer, qu'est-ce que vous ne pouvez surtout pas faire, essayer, comment est-ce qu'on va petit à petit vous familiariser avec, quelles sont les idées qu'on a pour l'intégration, est-ce qu'on va vous faire co-construire ces idées d'intégration justement? Moi, je connais des entreprises qui ont carrément fait des équipes presque en design sprint, si tu veux, pour dire ok, on va mettre les métiers, on va leur faire tester des choses. Et puis du coup, ils vont venir avec des idées et des idées terrain. Ça, c'est vachement intéressant parce que les gens vont forcément être beaucoup plus prêts à intégrer des nouvelles technologies si c'est eux qui ont eu l'idée, parce que ça vient les soulager des tâches répétitives ou inintéressantes. Oui, et puis en plus, c'est les premiers concernés. Exactement. Et donc là, ils se sentent pas menacés en fait. Ils se sentent pas menacés parce qu'ils se disent ok, donc là c'est super, ça va faire ce truc-là que je détestais faire, il y avait trop d'erreurs et tout, et ça va me permettre de passer du temps sur tel truc sur lequel on passait pas assez de temps et qui va apporter de la valeur à l'entreprise. Yep, exactement.
Exactement. Non, mais c'est tout à fait une démarche. Alors, Laura, il y a un truc que je voudrais creuser avec toi, c'est que toi, tu as eu un parcours inversé. Je m'explique. Tu as fait du salariat avec des postes de très élevés de direction vers le solopreneuriat, en fait. Ouais. Hop, t'es passé de grosses structures Ouais. avec énormément de moyens, on l'a dit tout à l'heure, financiers, humains et techniques. Et donc, Ouais. je voudrais que tu nous parles de cette jonction, de ce passage à comment tu as appréhendé, comment tu as géré le fait de passer de structures où tu avais à disposition des collaborateurs, des départements, tout ce J'avais qu'il une fallait, assistante, j'avais tout des seul. notes de frais, Bah oui, j'avais tout ça. C'était parce que génial. là, c'est... Ah ouais, mais alors ça n'a pas été un gros choc en fait pour la raison simple que pendant mes plus de 20 ans salariés, ou comme tu l'as dit, hein, moi j'ai géré des équipes, mon dernier poste salarié, j'avais 9 N-1, 200 personnes, je savais faire leur métier. Alors, je savais pas le faire aussi bien qu'eux, Oui, enfin, quand je pilotais, et j'ai piloté plusieurs fois des studios de créa, par exemple, hein, je sais pas manipuler Photoshop comme eux, oui, on mais est... je savais quels outils ils utilisaient, T'es je d'accord. savais, enfin, tu vois, j'avais tous les codes. En événementiel, j'ai donc aussi bien travaillé dans les salons que j'ai toujours eu l'événementiel quand j'ai eu des postes de CMO ou de chief stratégie et l'événementiel tu peux me mettre sur un stand, je sais déployer un kakémono. Enfin, j'ai jamais eu peur de mettre les mains dans le cambouis. On Moi, est je suis d'accord. pas, tu vois, j'étais pas en tailleur en talons dans les derniers étages, jamais avec mes équipes. Quand on a fait des trucs, que ce soit chez Orange, chez Reed, j'arpentais des salons aussi. Enfin, chez Pichet, c'était les pieds dans la boue pour les premières pierres. Enfin voilà, c'est vraiment. J'ai toujours eu ce côté où je mettais les mains dans le cambouis. Donc il y a rien. Oui, bien sûr, c'était mes équipes qui produisaient. Moi, je produisais plus. Mais j'étais suffisamment hands-on pour, si elles n'avaient pas été là, alors à part peut-être sur la créa, parce que franchement, Photoshop et Illustrator, je suis pas bonne. Je suis Tu vraiment t'y es pas bonne, je jamais suis mis? très lente. Non, mais je m'y suis mise, moi, j'utilisais InDesign. Mon père, et dont je t'ai parlé, qui était Apple Reseller, il a fait beaucoup de PAO, donc moi, il m'a appris Ah InDesign ouais, dans les années super. 90, si tu veux. D'accord. Donc si, mais j'y mets un temps fou. Mais Ouais, je mets ouais, mais ouais. un temps de dingue. En même Donc, temps, c'est pas ta zone de génie non plus. pas du Alors tout. bon, C'est pas du tout ma zone de génie. Mais si tu veux, j'ai pas peur de l'outil. J'ai pas peur de me dire comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça. J'ai pas peur. Alors, je suis quelqu'un de très rigoureux, donc tout le côté administratif me faisait pas peur. Bon, je t'avoue que je regrette mes assistantes pour des trucs comme, franchement, se battre avec le site de la SNCF. J'ai autre chose à faire de mes journées, mais bon, je le fais. Tu vois, je sais le faire. on est d'accord. Je dis la SNCF parce que je prends beaucoup le train. Moi, je suis basée à Bordeaux, donc je vais quand même régulièrement à Tu Paris bouges ou beaucoup. d'ailleurs ailleurs. Mais donc ça me faisait pas peur. Il y a eu un petit côté, même assez fun de dire génial, j'ai le choix des outils. D'accord. Parce que Ouais. quand t'es geekette comme moi et que t'es contraint par l'univers informatique, moi j'ai jamais fait de Shadow IT. Donc le Shadow IT, c'est quand quelqu'un dans l'entreprise va utiliser un outil qui n'est pas sanctionné par le DSI de l'entreprise et qui va donc potentiellement faire courir un danger cyber d'ailleurs à l'entreprise. Moi j'ai jamais fait de Shadow parce que j'étais au Comex et très consciente des dangers. En revanche, ça me saoulait de pas pouvoir utiliser des outils et puis surtout, il n'y a que Aldébaran qui m'a autorisé à avoir un Mac. J'étais sur PC, j'ai pu lâcher, j'ai oublié Windows. Et ça, c'était magique. Je ne sais plus ce que c'est que Windows, je ne sais plus à quoi ça ressemble. Je n'ai plus touché à Teams. Maintenant, je n'ouvre Teams que quand c'est mes clients qui veulent qu'on soit Ouais, sur Teams en visio. ce qui te demande. Mais voilà. Donc il y avait quand même un côté liberté. Ne plus gérer de salariés. Ce qui m'a manqué, c'est ne plus faire grandir des gens. Parce que ça, moi, c'est vraiment une de mes zones d'énergie. Un de mes moteurs d'énergie, c'est de faire grandir les gens. Alors, j'ai trouvé deux façons de compenser ça. D'abord, moi, c'est faire grandir des gens, c'est pas faire grandir des gens sous mes ordres, si tu veux. Donc, évidemment, les dirigeants que j'accompagne, j'aime à penser que au bout de quelques mois d'accompagnement, ils sont différents de quand on a commencé. Donc, quelque part, ils ont progressé, ils ont grandi. Et puis, évidemment, j'ai transmis beaucoup. J'ai été prof au tout début quand je me suis mis solopreneur, mais il y a eu le Covid, je parlais à des écrans noirs, enfin voilà, c'était moins intéressant. En revanche, je suis toujours mentor de start-up et mentor de très jeunes entrepreneurs, puisque aujourd'hui, les très jeunes entrepreneurs, ils ont souvent pas les sous pour se faire accompagner en direct. Donc, je suis mentor de start-up chez Paris Co, Willa et 50 Partners. D'accord. Ouais. Et donc là aussi, je fais progresser.
Là tu joues ton rôle. Oui, parce que effectivement, c'est vrai que ça peut être un choc. Ça a été un choc quand tu t'es retrouvé au chômage pour la première fois. Voilà, et ça peut être aussi très violent quand tout à coup, je suis tout seul là. Ça y est, je suis solopreneur. Faut y Ouais, aller maintenant. mais tu vois, c'est marrant. C'est marrant. La deuxième fois que je me suis retrouvée au chômage, parce que c'était pas non plus un choix la deuxième fois, même si encore une fois, à quelques mois après, j'aurais pris la décision, mais ça a été un petit peu précipité par mon employeur. J'avais eu cette première fois où j'avais pas eu le temps d'en profiter. Et là, je me suis dit, fais pas l'erreur deux fois. T'as géré différemment. Et j'ai géré complètement différemment. Et c'est là aussi, c'est aussi un apprentissage, tu vois, de dire, ok, il y a des choses, ben oui, faut s'être pris les pieds dans le tapis pour te dire, ben ouais, maintenant je sais comment ça marche et je le ferai différemment. Et cette deuxième fois, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai remis en œuvre le réseau que j'avais mis en œuvre la première fois qui avait marché. Mais la deuxième, c'est que j'ai dit, je vais faire les trucs que j'avais pas eu le temps de faire. Et donc c'était ces fameux mentorats, en fait. Ces fameux mentorats où j'avais pas eu le temps de le faire la première fois. Et moi, j'avais toujours eu envie d'accompagner. Je pense que j'ai une expérience suffisamment riche pour accompagner une diversité d'entrepreneurs. Et donc, je me suis mise à faire ça. Et figure-toi que c'est ces mentorats qui ont, au bout de quelques semaines, il y a un entrepreneur qui a dit non, mais là, faut qu'on te paye, en fait. En fait, faut qu'on te paye. Ça a trop de valeur, ce que tu fais. Faut qu'on te paye. Donc, comment je fais envoie-moi une facture. Et donc, j'ai monté mon entreprise en une semaine, et je lui ai envoyé sa facture. Et c'est comme ça, j'avais pas du tout prévu d'être solo, en fait. Et que tu es passé par quel genre de statut? T'as fait entreprise, une entreprise. Moi, ouais, quand je me suis renseignée et que j'ai vu que micro-entreprise, c'était 70 000 euros par an, 77 000, c'est ça. Non, ouais. J'espère faire plus. Je vais pas me limiter. Alors, je sais que c'est 2 ans, tout ça, mais enfin, et puis voilà. Ouais. Donc j'ai tout de suite monté. Puis en plus, voilà, il y avait le côté aussi, tu vois, frais. Et puis j'étais quand même payée par le chômage à ce moment-là. Donc, on a quand même cette chance en France, d'avoir. Moi, j'avais pas du tout utilisé le chômage la première fois. Premier investisseur de France, le France Travail, ouais, France Travail, c'est clair, c'est le plus grand subventionneur d'entrepreneurs de France. C'est vraiment l'incubateur, géant de France. Alors, en plus, moi, je me sentais vraiment d'autant moins coupable de prendre France Travail que la première fois que j'étais au chômage, tu sais, avec les indemnités, t'as une zone de carence et puis j'avais retrouvé du boulot avant la fin de la période de carence, donc j'avais pas touché 1 euro. J'ai fait quand même 20 ans de cotisation à France Travail. Donc je me disais bon. Là, toucher France Travail, j'étais à l'aise avec ça éthiquement. Et donc, oui, je suis montée en SASU d'abord. Et puis maintenant que je suis salariée, maintenant je suis gérante. Donc, je suis passée en URL pour pouvoir me rémunérer. D'accord, en URL, ouais. Petits apprentissages d'ailleurs au passage qu'on peut donner, Laura, c'est que effectivement en matière de structuration pour sa rémunération en tant qu'entrepreneur, etc. Évidemment une SAS ou une SASU, c'est le pire qu'on puisse faire, de se donner un salaire, fiche de paye, etc. Parce que c'est taxé à 85%. Donc ça va pas le faire. En revanche, c'est très intéressant quand tu ne comptes pas toucher d'argent. Voilà. Parce que tu n'as pas de minimum à verser aux URSSAF. Contrairement à l'EURL ou la SARL où tu as un minimum à verser aux URSSAF. Donc si tu touches 0 de ton entreprise, il vaut mieux être en SAS ou en SASU. Et à partir du moment où tu veux te rémunérer, il vaut mieux passer en URL ou SARL. Exactement. C'est toujours une question. Et en plus, les gens pensent que c'est très compliqué de changer. C'est pas compliqué du tout. Alors ça coûte un billet à je sais pas combien, à 1000, 1500. Un peu moins, ça doit coûter 500 balles. Enfin, tu vois, c'est après plus ton expert comptable, parce qu'après ça dépend de combien ton expert comptable te facture. Mais enfin, les formalités administratives sont pas compliquées. Il y a plein de gens très bien. Et alors quand tu me disais, mais tu t'es retrouvé à tout faire, en fait, moi j'avais appris aussi un truc de ces années de salariat et de direction de grosses équipes, c'est que moi je sais déléguer. Piloter des sous-traitants, des prestataires, etc. Et donc moi, quand je sais qu'il y a un expert qui est meilleur que moi, parce que j'ai géré des budgets monstrueux, j'ai pas du tout peur d'investir. Alors je vais pas investir des millions que j'ai pas, mais je sais le retour sur investissement que peut apporter de payer une assistante. Alors, ce qu'on appelle une assistante virtuelle, elle est pas du tout virtuelle, elle est très vivante, elle est très, je sais pas pourquoi on appelle ça virtuelle, mais moi j'ai une assistante. C'est peut-être parce que c'est à distance ou quoi, mais c'est vrai que c'est à distance en fait, c'est pas virtuel du tout. C'est une vraie humaine. J'ai pas eu de problème à payer des formations parce que j'estime que même, en plus cordonnier mal chaussé, sur mon propre positionnement. Investir sur soi-même. D'investir sur moi je sais que j'éclaire les angles morts des dirigeants que j'accompagne. Je suis assez humble pour savoir que moi aussi j'ai des angles morts, tu vois. C'est humain. Donc, voilà, j'avais pas de problème avec ça. D'ailleurs, avec le gros avantage aussi de la société versus la micro-entreprise, c'est que tu peux mettre des charges du coup en face, et par rapport aux impôts et tout. Donc j'avais pas peur d'investir. J'ai investi dans du matériel, évidemment, tu vois, technique. Mais après, il y a des trucs que je savais pas faire. Moi, je suis mon 4e expert comptable. J'ai beaucoup de mal à trouver un expert comptable.
c'est qui vrai. répondent à toutes mes questions parce que Ouais. moi j'ai piloté des budgets dans le CAC 40 si tu veux. Donc au niveau finance et puis comme je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'informe beaucoup, Oui. je sais quelles J'imagine. sont les lois, etc. Donc du coup j'ai des questions parfois un peu pointues. Donc je pense que je suis pas voilà, je suis pas la cliente la plus fun pour La plus pour facile. l'expert comptable. J'ai une avocate qui m'a fait mes statuts et qui m'a fait mes contrats type, mes conditions générales d'intervention. Enfin, moi, quand il y a besoin d'un Tu es expert, je fais entouré appel à un expert, par quoi. les. Et ça, c'est important parce que j'ai fait appel à Manon Verbeek, la queen des carousels, pour me faire mes carousels. J'ai fait appel à un DA de mon réseau pour me faire ma charte. J'ai fait appel à une agence web. Alors oui, bien sûr, j'ai trituré un WordPress toute seule pendant 2 ans, mais enfin, tu sais quoi, ce sera beaucoup mieux fait par un professionnel. Hein. C'est pas ma zone de génie, tu vois, dont Non, tu parlais. C'est pas mais ma zone de génie. t'as surtout d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire que Mais c'est ça. passer des soirées ou des week-ends à te faire ton site web et tout ça, mais laisse tomber, c'est pas ton job, quoi. C'est pas mon job. Et donc comme j'ai eu la chance en me lançant d'avoir le réseau que j'avais, déjà je me suis lancée parce que j'avais un client, voilà. Et donc j'ai mis sur LinkedIn, je me lance. Et puis là, la première année, moi je dis toujours à tous ceux qui veulent se lancer, en particulier en soloprenariat, qui me disent ouais c'est génial, ça fait 6 mois, je cartonne et tout. Ouais, la première année, tout le monde cartonne. Parce que si t'es quelqu'un qui connaît ton business, après il faut durer. Après, faut durer. Parce que si t'es quelqu'un qui est effectivement bon dans ce que tu fais, alors les gens avec qui t'as bossé, ils savent que t'es dispo, ils vont te faire bosser. Sauf qu'au bout d'un an, soit ils ont plus de boulot pour toi, soit ceux qui avaient pas ce besoin-là au moment où tu t'es lancé, ils ont oublié que tu te lançais. Et la traversée du désert de la deuxième année, moi j'ai cumulé deuxième année et Covid, D'accord. 2020. Wow. Ouais, t'étais en plein 2020 là. Waouh. Et donc là, si tu veux, 2020, j'ai fait la moitié du chiffre d'affaires de 2019. La moitié. Là, J'ai pas là, fait moins 20%, j'ai là fait t'as souffert là. Pas la moitié. moins 50. Deuxième année, j'étais encore au chômage, vu qu'il n'y avait pas mort d'homme. Ouais, Mais je peux te dire que je suis remontée en 2024 quasiment à 2019. J'espère 2025 le dépasser. Ouais. Mais ça a été la traversée du désert. Coup de stress là. Là, j'ai un petit coup de stress là. Ben, alors encore une fois, merci France Travail, parce que j'avais pas le stress de comment je vis, comment je mange et comment je paye mon loyer. Mais oui, enfin, tu te poses la question de est-ce que c'est vraiment fait pour moi. Et puis encore une fois, parce que les choses prennent du temps. Tu vois, j'ai lancé la newsletter en 2020. J'ai refait mon positionnement pareil fin 2020 sur tu vois cette sorte de sparring partner et tout. Et ben il faut donner du temps au temps. Moi, je refuse de faire de la prospection à froid sur mon métier parce que je dis toujours, si je dois appeler un chef d'entreprise ou lui envoyer un mail en lui disant est-ce que vous avez besoin d'un sparring partner, c'est comme si j'arrêtais une femme dans la rue en lui disant madame est-ce que vous avez besoin de maigrir. C'est impensable. Il faut qu'il soit prêt dans sa tête en fait, qu'il ou elle soit prêt dans sa tête à être accompagné. Il y a plein de dirigeants quand je les rencontre qui me disent moi j'ai pas besoin. Très bien. Ça fait partie de ce que je résous, cette inconscience. Et avoir la conscience du problème, avoir la conscience, tout ça. Mais il faut qu'ils aient la conscience du problème. C'est les 5 niveaux de conscience de Schwartz. S'ils n'ont pas conscience que c'est un problème, en gros, si tu veux, c'est des gens, et il y a des femmes dedans aussi, je dis ils, mais c'est pas purement masculin, à qui on a appris que être entrepreneur, c'était avoir toutes les réponses. Et donc, qui pensent qu'ils n'auront jamais besoin de ça. Or, être entrepreneur, tu ne peux pas avoir toutes les réponses. Tu n'es pas un surhomme ou une surfemme. C'est très isolant. T'es très très seul. Clairement, très seul. T'es très seul, même quand t'as des associés. Alors en plus, moi, je suis parfois appelée pour gérer des conflits d'associés aussi. Non, mais ça arrive. C'est-à-dire que quand ils ont besoin d'un tiers de confiance, quand ça se passe mal entre des associés, un tiers de confiance peut être évidemment quelqu'un qui va permettre de poser les choses aussi bien côté business que côté relations personnelles, parce que ça c'est le sparring partner, il fait les deux. Je suis pas un coach business qui veut faire que la stratégie, et je suis pas un coach en développement personnel qui veut faire que du bisounours, tu vois, ou alors, ils font pas que du bisounours, les coachs ils font plein de trucs, mais voilà, qui veut faire que de l'accompagnement de l'humain. Il faut vraiment faire converger les deux. Donc oui, c'est et ça, il faut qu'ils aient conscience du problème, il faut qu'ils aient conscience que il y a des gens pour le résoudre et que je fais partie de ces gens-là et que je suis évidemment la meilleure personne pour les accompagner. Et c'est comme ça qu'ils m'appellent. Et on a fait les 5 niveaux de conscience de Schwartz. Ouais. En plus, tu peux même aller, tu joues au tennis, tu peux même aller jouer au tennis avec eux. Alors je joue, mais moi, tu sais que je suis no sport. Moi, j'ai épousé un prof de tennis. Alors que je déteste le sport. Mais je déteste ça à un point, mais c'est-à-dire que pour moi, si tu veux, la détente, il y a plein de gens qui te disent, c'est important le sport pour l'équilibre mental, etc. Moi, tu me fais faire du sport, je suis en dépression, en fait. Et moi, c'est un autre message et un autre apprentissage que je voudrais passer. Il n'y a pas d'injonction suprême qui convient à tout le monde. Non. Moi, je comprends, il y a plein d'entrepreneurs que j'accompagne
avec qui, tu vois, ça fait partie des trucs de début. Est-ce que t'aimes faire du sport? Est-ce que t'en as besoin? Après, s'ils en ont besoin, on va trouver une façon de l'insérer dans leur organisation, etc. Pour l'instant, j'ai trouvé personne qui est comme moi. Ils ont tous besoin de sport. Mais donc je mais tu respecte. fais même pas, Laura, tu fais même pas genre du pilates, je sais pas, du yoga, rien. 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 J'ai fait beaucoup de danse, mais c'est tout. J'ai essayé le yoga, ça m'emmerde. J'ai essayé le pilates, je suis en suroxygénation tout le temps. J'aime pas ça. Non, moi, je regarde des séries. Tu dois te marrer quand tu vois les routines, le bain glacé, réveil à 5 heures du mat, la séance de la morning routine et tatata. La morning routine, alors moi, je peux te donner ma morning routine. Moi, je me lève très tôt, en revanche. Moi, je me coiffe facilement, moi. Morning routine, j'ai pas besoin de me coiffer. Ça, oui, déjà. Cool. Moi, j'ai une morning routine qui est, moi, je lis l'actualité. Ah ouais. Moi, j'ai une morning routine. Je fais exactement tout ce qu'on te dit de pas faire. C'est-à-dire que moi, à 5h30 du matin, premier truc que je fais, c'est d'ouvrir un écran. Ordinateur, généralement, c'est sur l'ordinateur. Moi, je suis très ordinateur. Je suis pas très mobile. Ouais. T'as des outils comme ça avec des fils, des flux RSS. Alors ouais, j'ai Meko. J'avais Stupinbox, mais maintenant j'ai Meko, qui est un agrégateur de newsletters. D'accord. En fait. Donc, je forward, en fait, toutes mes newsletters à cette adresse-là, pour les avoir à un seul endroit et que ça ne pollue pas mon inbox. Donc oui, et puis après c'est aussi tu vois, je me balade sur les réseaux. Moi, c'est majoritairement X, Blue Sky et LinkedIn. Je suis pas du tout Instagram. J'ai jamais accroché avec Instagram. Je pense que je suis trop génération X. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. Le côté TikTok, curation. La curation de contenu, c'est comme tu dis, c'est du X, du Blue Sky, LinkedIn, d'une certaine aussi. Ouais, du LinkedIn quand même, tu trouves des trucs. Et puis Insta, après, non, c'est pas moi, adapté, Insta pas du tout, TikTok non plus. En revanche, moi, c'est beaucoup WhatsApp sur les communautés dans lesquelles je suis, parce que moi, je suis dans des communautés privées, certaines gratuites, certaines payantes. Mais je suis dans plusieurs communautés privées. C'est un truc que je fais pas du tout. Tiens, tu vois, tu me mets un petit coup de. Et ben ça, moi j'ai 3 des communautés dans lesquelles je suis qui sont assez puissantes en veille. C'est à la force du collectif, hein, forcément, qui est toujours intéressante. Bah oui. Et puis aussi les sujets. Donc il y en a une, c'est sur le café de l'e-commerce à partir du podcast. En fait, c'est la communauté gratuite des auditeurs du podcast Le Café de l'e-commerce. Il y en a une, c'est l'Hacienda, du podcast Silicon Carnet, qui elle est payante. Et il y en a une, c'est Women Love AI Marketing. Carlos Diaz, ouais. Et donc la troisième, c'est Women Love AI Marketing, qui est une communauté qui est donc bilingue, celle-là, contrairement aux 2 premières qui sont francophones, pas françaises, hein, francophones, parce que t'as des gens partout dans le monde. Mais Women Love AI Marketing, elle est bilingue, donc elle a des Américaines et des Françaises dedans, des Françaises qui vivent aux États-Unis, des Américaines qui vivent en France. Enfin, voilà, c'est très. En plus, il y a tous les fuseaux horaires. Voilà, non, c'est ça Ah ouais, c'est l'enfer là pour trouver. On fait des zooms une fois par mois. Enfin, on a un zoom en français, un zoom en anglais une fois par mois. Truc du milieu, quoi. Et en fait, là, tu vois, il y en a le prochain zoom. Il y a une Française de San Diego qui peut pas venir parce que l'horaire a été calé. Il est 3h30 du matin chez elle, donc ça marchera pas. Elle veut bien se lever, mais c'est chaud. Voilà, c'est sûr en français, donc elle sera à celui en anglais. Mais oui, c'est cette communauté. Pour l'instant, c'est une petite communauté parce qu'elle est sur sélection. Elle est pas encore payante. Très intéressant. Mais elle est sur sélection, c'est-à-dire que ne rentre pas qui veut parce que on veut des femmes qui ont un certain niveau d'expérience. C'est de la cooptation. Il y a de la cooptation. Tu peux faire acte de candidature même si t'es pas coopté. Mais en revanche, t'as un filtre. Il y a une sélection sur, tu vois, pour pas avoir de gens qui démarchent, pour pas avoir aussi je suis désolée, mais de gens qui ont pas d'expérience et qui, le but d'une communauté, c'est qu'on grandisse ensemble. Donc il faut que chacun, il faut donner et recevoir en même temps, tu vois. Et il y en a qui sont là que pour recevoir, ça marche pas. Sinon c'est une audience, c'est pas une communauté. C'est give and take, hein. C'est les givers et les takers, hein. Ouais, donc voilà. Donc moi, ces 3 communautés-là sont des communautés qui sont très riches en veille ici. Et donc moi, mes 2 premières heures du matin, alors j'ai bu du café pendant très longtemps, là je suis passée au thé, je bois mon thé. Je suis passée au thé parce que le café ça me donnait des migraines, donc j'ai arrêté le café complètement. Et donc je bois mon thé, je bois 3, 4, 5 thés, et je lis, et je publie sur X une partie de ma veille, je stocke pour ma newsletter de la semaine une autre, et je partage sur les communautés une autre partie. Et ça, tu fais ça à 5h30 du matin? Je me lève entre 5h30 et 6h30 tous les matins. Waouh, tu te lèves chaud quand même, hein. Mais je me couche très tôt. Je suis une mamie, je t'ai dit. Je me couche très très tôt. Waouh. Je me couche très tôt. Enfin, moi, si jamais on n'a rien, on a un rythme
familial. Moi, je vis avec Cher et Tendre et Petit Dom, qui a 13 ans maintenant. Petit Dom, il dit que maman, faut que t'arrêtes de m'appeler Petit Dom. Je suis plus si petit que ça. Il sera Petit Dom toute sa vie, en fait. Mais c'est ce que je lui ai dit, parce que là, il fait 1 centimètre de moins que moi, et je lui ai dit, non, mais même quand tu seras plus grand que moi, tu seras toujours Petit Dom. Parce que voilà, je donne pas, moi, c'est ma façon de parler à l'extérieur des hommes de ma vie, donc les 2 hommes de ma vie. Et donc, ouais, on a une vie familiale qui est assez réglée. Depuis que Petit Dom est petit, en fait. D'accord. Et donc nous, ouais, à 20h30, tu vois, il se brosse les dents, et il a beau être en 4e, à 21, enfin, tu vois, il commence à être grand quand même, hein. À 21h, il va se coucher, et parfois même le samedi, il est fatigué, en fait, il est réglé, si tu veux. Non, mais c'est une bonne routine, hein. Franchement, se coucher tôt, dormir, c'est une bonne routine. Ouais, dormir, et puis moi, le soir, je lis pour m'amuser. Ouais. Voilà. D'accord. Parce qu'en fait, je suis une grande lectrice. Tu vois, c'est pas que l'actualité. Enfin, moi, j'adore lire, en fait. Moi, c'est pour ça que, tu vois, Instagram, TikTok et tout, c'est aussi une question de médium. Et tout à fait. Moi, alors, il y a 2 médiums, moi, qui me parlent beaucoup. C'est la série scriptée. Et je parle bien de scripté. C'est-à-dire que les youtubeurs, ça me parle pas plus que ça. Tu vois. Et ce qui me parle beaucoup, c'est le roman, la fiction. Alors je lis beaucoup d'essais aussi parce qu'il y en a de plus en plus. J'ai la chance en plus que pas mal d'essayeurs francophones. Moi, il se trouve que j'ai une maman qui a été prof de français pendant plus de 40 ans. J'ai une orthographe et une grammaire absolument impeccable. Mais alors impeccable à un point, c'est-à-dire si elle me l'a mis à l'intérieur de moi. Ça se perd, hein, donc voilà. Et donc en fait, j'ai été relectrice d'un certain nombre de bouquins. D'accord. Pour donner mon avis, où j'ai eu même, alors parfois relectrice, donc vraiment avant qu'ils partent à l'éditeur en vraie correction. Et puis il y a aussi pas mal d'auteurs, puisque tout le monde fait son bouquin. Il y a que moi, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui a pas écrit mon bouquin ces derniers temps. Toi non plus. Je t'enverrai mon ouvrage. Si toi aussi tu l'as fait. J'en ai 2 en cours d'écriture. Je pourrais relire. Et puis il y en a qui me l'envoient aussi, pas forcément. Enfin, ils ont déjà eu la correction, mais ils me l'envoient en PDF pendant l'impression pour avoir un premier témoignage, etc. Ouais, donc je lis aussi beaucoup d'essais. Mais moi, ce qui me détend, c'est la fiction, qu'elle soit en série scriptée ou en roman. Et d'ailleurs, s'il y a une série scriptée qui est tirée d'un roman, tu vois, par exemple, Game of Thrones, je suis pas rentrée dedans les 2 premiers épisodes. Je me suis dit, non, tu poses la série, j'ai lu. T'as lu? J'ai tout lu. Et ensuite, je suis revenue à la série. Et du coup, c'était bien parce que j'avais 3-4 saisons à regarder, ce qui m'a permis de les enquiller. Mais c'est ce que je fais le soir. Alors, le soir, maintenant, je lis plus que l'écran parce que je trouve que l'écran, ça m'empêche de m'endormir. Oui, terminer par ça, c'est peut-être pas terrible. Alors après, je fais pas que du Game of Thrones, hein. Je fais aussi des séries très, très gaies. Là, récemment, je peux conseiller The Residence, qui est très drôle. Yes. Tu fais quoi d'ailleurs? C'est Amazon Prime, Netflix, j'ai tout. Ah non, mais j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. J'ai Amazon Prime, Apple TV, Disney, Netflix. Yes, ouais, t'as vraiment la totale. Max. J'ai Max. Ouais, j'ai tout. Non, mais je suis une boulimique. Moi, si tu veux, j'ai vécu aux États-Unis. Quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était août 94. D'accord. Pour ceux qui s'y connaissent vraiment bien en série, et là, je fais un petit coucou à Damien Douany parce que lui, il sait. C'est un expert. C'est un expert. Septembre 94. C'est l'année où sur NBC, il y avait le Thursday Night. Le Thursday Night sur NBC, c'était plein de séries qui se suivaient. En fait, ça occupait de 20h à 23h. D'accord. Et c'est l'année où ils ont lancé, sur ce créneau-là, Friends et Urgence. Ouais. Et je suis rentrée en France en ayant, évidemment, je regardais tous les jeudis soirs, je ne savais plus comment regarder, parce que, encore une fois, je le rappelle, je suis rentrée en France en 1997, donc il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de peer-to-peer, il n'y avait pas tout ça, et ça a été voilà, et moi, j'ai vraiment grandi avec ça, j'ai fait ma culture série avec ça, et donc oui, je suis aujourd'hui toujours très, très, très attachée à ces séries, et ça me donne plein d'idées en plus. Tu vois, on a parlé science-fiction au début. Donc moi, je suis une fan de Star Trek, hein, donc toute première série. Il faut absolument que je t'envoie mon truc. Hein. J'ai créé un roman de science-fiction sur l'IA, Laura. Ah bah écoute, donc, avec plaisir. Là, il va falloir que je te l'envoie. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir, mais ça donne plein d'idées et donc voilà. Donc je trouve que c'est toujours intéressant. Alors bon, ça donne plus d'idées sur les comportements humains et etc. que sur des sujets d'aujourd'hui, hein, sur l'hypercroissance, sur l'isolement quand même des dirigeants. On reste autour de l'humain, donc tu peux aussi trouver pas mal de choses. Quoi. Et tu as regardé, j'imagine que oui, tu as regardé les séries ou les documentaires, notamment sur Netflix, sur Spotify, sur les startups et tout ça.
ça. Oui. Il y a des trucs absolument incroyables, J'ai justement. J'ai lu pas mal de biographies dont sont Ouais. tirées ensuite ces séries. Hein. Ouais, c'est ça. Donc j'ai beaucoup aimé évidemment We Crashed parce que voilà, le casting aussi fait beaucoup hein, sur ces séries. Donc We Crashed sur Adam Newman et sa femme jouée par Anna Sawai qui est juste phénoménal. J'ai regardé aussi le truc sur Uber, Travis Kalanick aussi, Super Pumped, je crois que ça s'appelait. Ouais, c'est ça. La Ouais, série. c'est ça. Donc oui, je regarde aussi, mais c'est plus là vraiment du divertissement parce que Ouais. je pense, et ça tu vois, c'est un des vrais sujets aussi que, en fait, essayer de copier un dirigeant qui est éminemment successful, hein, on peut penser à Musk, à Jobs, à Bezos, enfin à tous ces gens-là. En fait, ça ne veut rien dire. De toute façon, c'est incopiable en fait. C'est pas C'est possible. incopiable. C'est les gens qui disent non mais lui il faisait comme ça. Oui mais c'est pas parce qu'il faisait comme ça qu'il a réussi déjà parce que le syndrome le biais du survivant fait que on ne sait pas tous ceux qui ont fait pareil que lui qui ont raté. Donc si ça se trouve C'est ça. les autres ont raté. Et en plus parce qu'il y a un facteur que pour moi, les dirigeants, qu'ils soient successful ou pas, alors quand ils sont pas successful, ils disent oui, c'était un facteur chance, timing, machin et tout, mais quand ils réussissent, ils disent que c'était que grâce à eux. Il y a un facteur, alors c'est pas un facteur chance, mais c'est le vrai facteur timing, le vrai zeitgeist du moment, et tu peux reproduire exactement la même chose 3 mois plus tard ou 3 mois avant, et tu n'aurais pas abouti au même résultat. Et ça, pour plein de raisons qui sont dépendantes du dirigeant en fait. Et ce sujet-là de comment est-ce enfin, pour moi, copier, en plus, c'est souvent complexifié. C'est souvent complexifié. Alors que si tu as vraiment une bonne idée, pour moi, simplifier, c'est gagner, en fait. Ah, je suis complètement aligné avec toi là-dessus, parce qu'en plus il y a une notion de conjonction de facteurs, de variables, d'environnement, Exactement. qui fait que tu peux essayer de copier une méthode, un process, un tunnel de vente, etc. Mais tu vas pas copier les autres variables qui ont participé au moment où tu le faisais. Exactement. Donc tu peux avoir un super tunnel de laborquitude, nickel et tout ça. Pour autant, il y aura pas la rencontre au restaurant le soir qui a Exactement. fait que t'étais... Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est marrant que tu parles de la rencontre au restaurant et tout. Un des vrais sujets, qu'on soit solo ou qu'on lance une entreprise, et là, on est dans la partie apprentissage de ce podcast, c'est de parler à tout le monde de ce que tu fais. Ouais. Tout le monde. Parce que tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Parce que tu peux dire, mais c'est bon, je le connais. Oui, mais tu le connais, mais tu sais pas qu'en fait, le soir, il est dans un groupe de machin, de rock avec tel boss, etc. Donc, tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Et en plus, parce que tu ne sais pas comment leurs questions vont t'aider à progresser dans la verbalisation de ce que tu fais, dans la façon dont tu vas les présenter, dans les trucs où tu vas te rendre compte, mais en fait, c'est pas ça. Ou, tiens, je pensais pas que ça c'était intéressant, mais c'est le truc sur lequel tout le monde rebondit, alors que pour moi, c'était pas important. Donc, ça t'apprend tellement de confronter tes idées, et puis en plus, encore une fois, tu ne sais pas comment les gens peuvent te tendre la main ou te mettre en relation, parce que c'est qu'une histoire de... Moi, je crois beaucoup à Quand j'étais en MBA, il y avait ce film avec Will Smith, Les 6 degrés de séparation, sur cette théorie qu'on est tous à 6 degrés de séparation de quelqu'un. Oui, c'est voilà. ça. Et moi, j'y crois beaucoup à cette théorie-là. Et je pense d'ailleurs être ce qui, dans cette théorie, s'appelle un hub, c'est-à-dire quelqu'un par qui beaucoup de relations passent. Ouais. Tu sais jamais. Moi, parfois, j'ai des fulgurances, tu vois. On me dit, on me parle que je dis, attends, il faut que tu parles à un tel. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, appelle-le. Et ça prend. Moi, j'ai beaucoup de messages de remerciements ouais, t'avais raison. On avait plein de trucs à se dire. Potentiellement, on va faire ça ensemble. Moi, je savais pas ce qu'ils allaient être capables, enfin, à quoi ils allaient aboutir, mais je savais que ça allait germer, quoi. Et pour autant, tu dois croiser du côté des startups, ça doit te faire marrer d'ailleurs. Tu dois croiser plein de jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui te parlent de NDA, qu'il faut absolument que tu me signes parce que tu comprends mon idée, elle est unique. Non, il faut de pas... moins en moins, non, tu vois vrai ça. Parce que ça, il y a eu un syndrome comme ça de. Ouais, il y en a eu beaucoup. Là, j'en vois quasiment plus. Moi, ce que je vois surtout, c'est des jeunes qui. Alors, moi, il y a 2 choses qui m'inquiètent aujourd'hui dans les lancements que je vois autour de moi. La première, c'est les lancements de boîtes à impact qui n'ont pas de modèle économique autre que la subvention. C'est-à-dire que lancer un business model à impact, moi je suis Gen X, donc on va dire que je suis de la mauvaise génération, que je fais partie des gens qui ont tout cramé, etc. Mais enfin, j'ai pas pris l'avion depuis je sais pas combien d'années. Et faire de l'impact, oui, mais faire de l'argent d'abord. Parce que
dépendre d'une subvention, c'est comme ceux qui dépendent de d'accord. LinkedIn, hein, si tu veux, tu construis sur du don't Ouais. build on rented land, en fait, hein, Ouais, tu c'est n'es du pas vent, maître hein. de ton destin. Donc ça, c'est le premier point qui m'inquiète, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des business models entiers qui reposent sur la subvention. Je parle pas des business models qui reposent sur la réglementation, ce qui est un peu différent, même si c'est aussi un peu dangereux, mais ceux qui vraiment reposent sur la subvention, c'est très embêtant. Et la deuxième chose qui m'inquiète, c'est tous ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui pensent que mon métier, c'est gratuit. Et que tous les conseils, C'est pas moins Des- cher que gratuit comme à Marrakech? c'est gratuit parce que tu comprends, ça te prend que une demi-heure, ça te prend que un café, ça te prend que et ça, on a quand même tout un écosystème d'accélérateurs et d'incubateurs qui a malheureusement, en plus en payant rarement les experts qu'ils mettent à disposition, hein, Exact. qui ont fait croire aux entrepreneurs que bah oui, parler à un avocat une demi-heure c'est gratuit, parler à un expert comptable de ta structuration financière c'est gratuit, parler à un mentor sur le marketing, sur ton offre, sur le pricing. Moi, je suis très sollicitée sur le pricing par les accélérateurs parce que personne n'apprend plus le pricing. Hein. Faut savoir Ouais. que Comment là aujourd'hui, comme si Technique le du prix, marketing, hein, les la 4P. technique du pricing, plus personne l'apprend, alors que c'est quand même du bon sens et puis que c'est quand même hyper utile pour faire de l'argent, de savoir à quel prix tu vends. Mais donc oui, on te parle de Chief Revenue Officer qui te font des beaux tableaux Excel, mais personne comprend les fondamentaux du pricing. Et en fait, pour eux, tout est gratuit. Et ça m'inquiète beaucoup. Alors ça m'inquiète pas que je puisse pas leur vendre, parce que c'est pas grave. Moi, j'ai des clients bien plus établis et bien plus conscients de la valeur que j'apporte, donc ça me manque pas de pas leur vendre. Mais je me dis que ça va être compliqué pour eux Ils vont avoir la gueule de quand ils vont grossir de se rendre compte en fait de la valeur des choses. En fait, ils n'accordent pas la bonne valeur aux choses. En fait, c'est ça que je veux dire. Tu vois, Ouais, c'est que c'est pas par rapport à moi. Moi, c'est juste l'épiphénomène et c'est comme ça que je me rends compte. Ouais. Mais c'est qu'ils n'accordent pas la bonne valeur aux choses. Et donc, pour gérer la croissance et en particulier pour gérer l'hypercroissance, parce que moi, j'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs qui venaient de prendre cette courbe en crosse de hockey là, de l'hypercroissance. Sur l'hypercroissance, ce qui est extrêmement difficile, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu rentres dans cette phase d'hypercroissance, c'est souvent après une levée, tu vas te rendre compte que c'est comme, tu sais, comme si tu étais dans une fusée, comme quand tu es dans l'hyperespace. Là. Mais tu sais, tu es dans l'hyperespace de Star Wars et donc tu ne vois plus les étoiles, tu vois que des lignes blanches en fait, tu vois, tellement tu vas vite. Je vois très bien et l'image. donc du coup, c'est hyper euphorisant, mais le moindre écart la moindre erreur peut t'emmener vachement plus vite dans le mur en fait. Donc une hypercroissance qui est mal structurée, c'est une boîte qui devient Frankenstein avec, tu vois, des choses. Ça peut donner un hyper crash, quoi. Ah, mais ça peut donner un hyper crash. Et puis, en fait, si tu veux, les risques, c'est quoi? C'est que tu vas déléguer la décision, puis du coup, s'il n'y a pas de bonne vision, les gens vont chacun faire leur truc dans leur coin, ça va ressembler à un truc informe. Tu peux perdre en qualité de service des clients. Tu peux regarder les mauvais indicateurs parce que t'as pas le temps de regarder que tes nouveaux clients, oublier les anciens, ou vice versa. Enfin, voilà, ça ne se stabilise jamais tout seul en fait. Donc il faut structurer. C'est pour ça que moi souvent, quand les entrepreneurs m'appellent en me disant mais je suis en train de lever, on bosse ensemble quand j'ai levé parce que j'aurai des sous. J'ai dit non, on bosse ensemble maintenant parce qu'on va structurer avant l'hypercroissance. Avant de lâcher les chevaux là. Voilà, exactement. On va lâcher les chevaux sur une route stable. Parce que sinon, ça sert à rien. Non, puis en plus, quand tu dois passer au scale, à l'hypercroissance, c'est trop tard pour monter le plan, la strat et tout ça. On peut essayer de colmater des choses, mais c'est plus confortable si tu l'as fait avant. Parce que ça va partir trop vite, quoi. Tu vois, comme tu dis, je vois très bien l'image que tu évoques. Parce que de toute façon, on n'aura jamais le temps en hypercroissance, mais on peut quand même, avec en particulier quelqu'un avec qui échanger sur la priorisation, parce que ça qui devient très difficile en hypercroissance, c'est la priorisation. De toute façon, pour les dirigeants, ce qui est très difficile, c'est la priorisation. C'est comme ils sont sollicités sur 3000 sujets à la journée. Je fais quoi, dans quel ordre? Je fais quoi, dans quel ordre? Et à quel sujet j'accorde une vraie attention? Quels sujets je délègue? Quels sujets sont en fait pas importants? Ils ont toujours peur, tu vois, de laisser tomber une assiette. La peur du mauvais choix, quoi. La peur en plus de se dire, waouh. Et en fait, rien que l'échange avec quelqu'un leur permet d'atterrir, de parfois verbaliser, mais si on n'était pas rendu compte, tu vois. Ah, mais en fait, moi, parfois, je dis, voilà, c'est bon, là, puisque tu me dis, tu l'as prise, ta décision. Ah ouais, voilà, c'est bon. Et rien que ce ping-pong-là,
ça les aide en fait. Je vois très bien, je vois très bien. Bah écoute, c'est waouh, c'est de la masterclass en barre, Laura, tous ces apprentissages. Mais c'est aussi l'apanage de ce que tu es, c'est-à-dire Gen X, comme tu l'as dit, et une phase d'apprentissage qui a été une révolution. Nous, toi et moi, on a vraiment vécu ce côté pionnier, les innovations, les technologies, le web, le mobile, l'iPhone. On l'oublie trop vite, mais l'iPhone, c'est ce qui a révolutionné les interfaces, le tactile, le multitouch, tout ça c'est l'iPhone, hein. C'est le mobile. L'internet est devenu mobile par essence. Donc oui, on est vraiment là-dessus sur ce genre d'apprentissage qui sont extrêmement forts. En tout cas, je confirme que tu es une sparring partner de choix pour des business et des entrepreneurs parce que tu as justement un parcours, un vécu et puis une histoire de à la fois de salariés, certes, mais surtout tu as vu des organisations à taille très importante avec des complexités sur l'ensemble des disciplines, la marque, le branding, le prix, comme tu dis, le marketing, mais finalement les RH, moi j'étais chez France Télécom au moment de la crise contrats, les difficile, achats. Les achats, oui, c'est-à-dire qu'il y a des sujets moins glamour que le marketing et le service et la relation client sur lesquels j'ai aussi des petites expériences. Ouais. Ah oui, et tout aussi important. Moi, je peux témoigner à mon petit niveau que à l'époque, tu m'as fait grandir sur l'aspect achat parce que je venais dans ton bureau discuter les contrats avec toi. Ouais, moi, j'étais le gars qui faisait de la conception produit, super. Mais n'empêche que je me confrontais à ton regard qui était déjà à l'époque hyper affûté et acéré sur cette partie achat, contractualisation, et ça a été des apprentissages, tu vois, incroyables. Donc, tu le faisais déjà à l'époque quand on était tous les deux des. Ouais, je crois que c'est une nature en fait. Je crois que c'est vraiment une nature. C'est une nature de vouloir aider les gens à mieux comprendre et à. Et ouais, c'est vrai. Et ça, je confirme que c'était hyper formateur, éduquant, challengeant, enfin bravo. Et donc entre guillemets, ta nature de sparring partner, tu l'avais déjà, tu l'avais déjà en toi. Écoute, hein, moi je m'en rappelle, voilà, si je me retourne sur notre parcours, notre croisement à l'époque, bah c'est déjà le cas. Laura, tu nous as dit que tu aimais lire beaucoup, pas mal. Question un peu difficile. Est-ce que tu serais capable de nous indiquer un seul livre que tu préfères parmi tous les autres? C'est compliqué ça ou pas comme question? Non, c'est pas compliqué du tout, mais c'est pas un livre business. Ah ben c'est pas grave, on s'en fiche. Mais moi j'ai un livre fétiche que je lis tous les ans, c'est La Nuit des Tombes de Barjavel. Yes, waouh, c'est une belle. On est bien dans l'anticipation. Une belle œuvre, hein, une belle œuvre. Et tu sais que là pour le coup, il faut absolument que je mette à jour la bibliographie. De tous les conseils de bouquins, parce que j'en suis à 85 entrepreneurs. Il faut que tu le fasses. Il faut absolument que je le fasse. Et en plus, j'ai très peu de recoupements. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que sur les 85 livres qu'on m'a sortis. Eh bien, j'en ai peut-être 5 qui se répètent. Bah oui, mais c'est très personnel un livre. C'est ça qui est beau. C'est incroyable, hein, c'est génial. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu comment tu vois justement ton avenir, un petit peu ton étoile du Nord. Qu'est-ce que tu as au fond des tripes par rapport à ce que tu as envie de faire là dans les prochaines années? Comment tu te vois? Moi, en fait, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Je suis administratrice de 2 startups et j'espère pouvoir. On a le droit de monter jusqu'à 5, donc j'espère en trouver 3 autres pour lesquels je pourrais être administratrice indépendante et apporter ce regard non pas sectoriel, non pas expert sectoriel, mais ce regard oblique en fait que j'apporte sur les choses. D'accord. Ça veut dire que là, t'interviens au board en fait. Au board. Ouais, je suis au board de 2 startups. Ouais. Ouais, cool. Et des startups dans quel genre de secteur? Alors, il y en a une, ça fait 3 ans, c'est Flint Media, donc c'est dans l'IA. Et l'autre, c'est Carbon Saver, qui est dans l'éco-concept. Enfin, c'est un outil pour faciliter l'éco-conception des bâtiments. Et elle vient d'être Tech for Future, elle est dans les Fighters de Station F, elle a été prix de la femme digitale l'année dernière. Ça fait 1 an que je suis avec Nura Barry. Donc, je salue Benoît Raphaël et Thomas Maillet de Flint et Nura Barry de Carbon Saver. Super. On aura peut-être l'occasion de les faire venir en interview entrepreneur. Hein. Ouais, avec plaisir. Justement, c'est le moment du passage de flambeau, puisqu'on est vraiment là pour continuer à essayer d'enrichir et de partager un maximum avec la communauté et puis l'entrepreneuriat. Est-ce que Laura, tu aurais en tête quelqu'un que tu connais ou? Ah oui, moi j'ai plein de gens à te conseiller. J'étais intervenue, je crois, sous un de tes posts au moment de la journée des droits de la journée internationale des droits des femmes, pour te recommander des entrepreneuses. Parce que je sais que tu fais
ton maximum pour la parité et tu as déjà ouais, énormément de femmes, mais donc il faut continuer. Donc, déjà, je te conseille évidemment les entrepreneurs auxquels je suis au board. Je peux te conseiller évidemment. Moi, il y a des entrepreneuses que je suis parce que je trouve que elles font des trucs géniaux. Par exemple, Solène Boquillon-Le Guaziou de Soft Kids. Qui est en plus sur un sujet éminemment important dans ces temps d'IA, puisque on va tous devoir apprendre tout le temps et que c'est avec les soft skills que tu peux te réinventer, pas avec les hard skills. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je te conseille Margot Grisard de Map & Match. Map & Match, c'est un outil, c'est un questionnaire pour révéler les énergies de fer. Donc, tu connais les hard skills, Solène, elle est sur les soft skills, et Margot, elle est sur les energy skills. Donc, c'est des trucs que tu aimes faire, qui te donnent de l'énergie. C'est un questionnaire absolument génial qui est basé sur 20 ans de recherche du CNRS. Elle t'en parlera beaucoup mieux que moi. Moi, maintenant, je l'ai intégré à certains de mes accompagnements et je trouve ça beaucoup plus révélateur de la personne. Et surtout, tu peux faire une map, en fait, une cartographie de l'ensemble de l'équipe pour voir un peu où pêche la performance collective par rapport à où est-ce qu'il manque de l'énergie, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est super. Donc je te recommande d'interviewer Margot, qui en plus passe assez peu dans les podcasts. C'est vrai. Et tu la connais, oui, je peux faire la mise en relation. Génial. Et effectivement, Laura, merci vraiment pour tout ça, pour ton temps, pour tes partages, un parcours que moi j'ai eu la chance de croiser. Mais merci beaucoup de t'être rappelé de ces années où j'étais effectivement aux achats. Mais je crois que j'ai laissé quelques souvenirs, pas tous aussi bons que le tien, j'ai peur, mais. Écoute, en tout cas, c'était un super moment. Laura, comme tous les invités qui passent sur Je ne perds jamais, vous avez un pass à vie, c'est-à-dire que si tu as une actualité, si tu as envie de nous donner des nouvelles, eh bien, tu me fais un petit coucou, un petit toc-toc, et je t'accueille pour un round-tout, et tu pourras venir nous raconter, les actualités qui te concernent. Longue vie à ton activité de sparring partner des dirigeants. Inscrivez-vous à la newsletter de Laura. Si vous avez une curation, un angle à regard qui est vraiment très intéressant et je recommande sa newsletter et puis je vous dis à bientôt sur les réseaux. Merci Laura, c'était un immense plaisir de t'avoir ici. Moi aussi, merci. Au revoir. Bye bye. Ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.